qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? C'était le coaching, ouais? C'est le coaching et aussi avoir toi qui est là pour me prendre sur tes épaules et déléguer ma confiance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, je voulais pas du tout faire des vidéos sur YouTube. Et un jour, tu m'as dit, bah, ce soir, il y aura une vidéo postée sur ta chaîne. Putain, ouais, en fait, en plus, t'es rentré en juin l'année passée et en janvier, tu faisais tes 5K, quoi. Putain, machine de guerre. D'ailleurs, c'est quoi la méta en ce moment au niveau profil? Alors moi, j'ai trouvé une méta. C'est Alors là, tu viens de créer un déclic. Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau retour, témoignage et podcast avec un jeune homme que vous n'avez peut-être pas vu, mais absolument charismatique. Monsieur Oscar, bienvenue. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Très très bien, très très bien. Mec, déjà content de te voir. T'es un des élèves qui est... ça fait un moment que t'es en autobahn. Et puis, de passage sur Paris, on s'est dit, bah, pourquoi pas se faire un petit podcast pour partager les idées, partager un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour notre cher ami qui nous écoute actuellement? Qui tu es, ce que tu fais, un peu vraiment qu'on ait un peu une idée dans les grandes lignes. Qui est Ok. Oscar. Ok. Bah, écoute, mon ami, moi, je suis Oscar, j'ai 20 ans. Je suis coach pour les photographes qui sont passionnés par la photographie, mais qui n'arrivent pas à générer des revenus avec leur passion. Donc, je leur permets d'aller chercher leurs 500 premiers euros par mois avec leur passion. Et à côté, je suis moi-même photographe, donc dans la niche des entrepreneurs et du personal branding. En gros, je prends des photos pour les entrepreneurs qui ont besoin d'avoir une image autoritaire sur les réseaux sociaux et de mieux vendre. Ok. C'est cool parce que tu as les deux parties. C'est qu'en fait, tu prêches aussi ce que tu fais toi. C'est-à-dire que bah, toi, tu es toi-même photographe, tu trouves toi-même tes clients. Et aussi derrière, tu as cet accompagnement en fait, t'aides les gens à faire la même chose que toi. Quoi. Et tu continues à rester photographe parce que tu aimes bien ça, quoi, c'est ça? C'est ça. La photo, c'est plus un truc dont j'ai besoin pour manger ou quoi. On y reviendra plus tard. Ouais. Mais c'est ma passion, donc ça me fait vraiment plaisir de bosser avec des entrepreneurs. Et puis même, ça devient mes potes, souvent mes clients. Donc au final, je suis obligé de continuer, quoi. C'est un peu mon oxygène. Les petites prestations photos, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et même, je sais que moi-même, quand on est sur des événements ensemble et que tu nous prends en photo, en fait, on sent qu'il y a un photographe qui est passé par là, qu'il y a vraiment une patte professionnelle, qu'on se dit en fait, ouais, ça apporte vraiment de la valeur, il y a vraiment quelque chose à faire dans ce marché-là. Et je me demandais là, actuellement, en termes de chiffres, qu'on puisse avoir un peu une idée en termes de je sais pas, Instagram, nombre d'abonnés, et, en termes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu en as combien en moyenne? Alors, avec l'accompagnement, donc j'ai un Instagram qui est vraiment que là pour l'accompagnement. Donc, je m'adresse aux photographes, etc. J'ai 5 900 abonnés. Mhm. On arrive sur les 6 000 là, dans les prochains jours. Je fais à peu près 700 000 vues par mois en ce moment. Donc, la création de contenu se passe plutôt bien. Nice. Et en termes de chiffre d'affaires, on tourne entre 1K, les mois où je signe un client, et le meilleur mois que j'ai fait, du coup, c'était 5. Donc, j'ai signé 5 clients. Bien sûr, on vise beaucoup plus, mais c'est déjà très beau parce qu'il y a un an, j'avais pas commencé ce business, quoi. Ouais, complètement. Donc, toi, tu t'es lancé quand exactement dans l'autobahn? T'étais en octobre? Je sais plus exactement. Je crois que ça fait plus ou moins un an que tu es là. Je C'était crois que c'était justement en juin, quelque chose en comme juin. ça. Ok, oui. En juin, tu étais rentré. Oui, je me souviens, il n'y avait pas encore tout l'espace formation. Tu Ouais. es rentré en juin. Concrètement, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre l'autobahn? Alors, c'est deux choses. Premièrement, c'était l'autoroute, en vrai. C'est-à-dire, j'avais rejoint l'autoroute, j'avais déjà un peu vu ton contenu et tout. On a souffert ensemble. On Ouais. a fait le 5 a.m. morning. On a fait des pompes pour avoir le droit de manger. Des choses comme ça. Et j'avais déjà appris à dépenser de l'argent pour des connaissances et tout grâce à l'autoroute. Et à un moment, je sentais que je pouvais convertir mon audience qui commençait à bien grossir sur Instagram. Mhm. Donc, j'ai fait appel à toi. Ok. Pour donner un peu un ordre d'idée pour toi, tu te demandes c'est quoi l'autoroute. En gros, avant que l'autobahn existe, ça s'appelait l'autoroute. Et il y a un moment donné où j'ai voulu créer un groupe school en abonnement à 30 balles par mois, qui du coup s'appelait autoroute, et mon accompagnement s'appelle l'autobahn. Le problème de ce groupe school, c'est qu'en fait, il était très bien les 2, 3, 4 premiers mois. Et après ça s'est essoufflé parce que, en fait, se renouveler 4 mois de suite, c'est très compliqué. Et j'ai remarqué qu'en fait, plus je me concentrais sur le fait d'augmenter mon chiffre d'affaires avec le groupe de l'autoroute, plus je délaissais mes clients de l'autobahn qui, Ok. eux, me payaient 4 000 euros, alors que ceux-là, qui me payaient 30 balles, ceux qui me posaient le plus de questions, qui appliquaient le moins, qui avaient moins de résultats. Et
en fait, qui méritaient pas forcément que je les aide, alors que tu as ceux qui me faisaient confiance. Donc j'ai coupé complètement l'autoroute, même si ça m'a permis d'avoir des gars stylés comme toi, pour me focus justement vraiment sur l'autobahn. Et ça, je pense que c'est déjà un truc que j'ai envie de donner comme conseil à un mec qui nous écoute. Tu sais, très souvent, tu commences à avoir quelques abonnés et tu te dis, vas-y, euh, tu es dans cette phase où tu te sens pas assez compétent pour pouvoir lancer du high ticket, après c'est 500 euros ou 1000 euros pour un accompagnement, mais tu as quand même envie de faire un peu d'argent. Donc tu dis, tu sais quoi, le truc parfait, Alexandre Mozy m'en parle tout le temps, go faire un school à abonnement. Et le résultat, c'est que généralement, tu vas payer, là maintenant, 9 euros, donc c'est moins cher qu'avant, mais tu vas t'investir à fond pour créer un school qui est parfait, un bel espace formation. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y aura 3 mecs qui vont se regarder, il n'y aura pas d'interaction, ce sera mort. Et en fait, c'est beaucoup d'efforts qui vont être mis en place pour rien. Euh, et du coup, concrètement, tu avais combien d'abonnés à l'époque? Et qu'est-ce qui faisait que ça ne fonctionnait pas pour toi? Qu'est-ce qui faisait que tu n'avais pas de... En fait, tu avais des abonnés, tu créais du contenu par rapport à la photographie, mais qu'est-ce qui bloquait concrètement? Bah, j'avais à peu près 3K abonnés, donc c'était déjà pas mal, tu vois. J'avais appris à créer du contenu aussi avec Sprint, l'ebook que tu avais lancé. Ouais. Et en fait, j'avais beaucoup de photographes qui venaient me poser des questions. Ils me demandaient, ah tiens, comment je fais pour vivre de la photo? Comment je fais pour améliorer mes photos et tout. En fait, je leur donnais juste des conseils en one-one comme ça, mais j'avais aucune offre, aucune structure pour les emmener d'un point A à un point B. C'est-à-dire, je répondais comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je pouvais mieux les aider en créant une structure, mais je savais pas comment le faire. Donc là, j'ai vu quelqu'un qui savait le faire et je crois que je t'ai envoyé un DM, on a fait un call et tu m'as closé comme ça, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, comment ça s'est passé des moments où tu es rentré? Parce que je sais que justement, l'espace formation était en train d'arriver, mais il n'y avait pas encore tous les comment dire? Toute la structure et tout, il n'y avait pas encore ça. Ouais, exactement. Il n'y avait pas encore tout le closing et tout ça. Euh, Concrètement, c'est quoi la différence entre l'autobahn quand tu es rentré et aujourd'hui? En vrai, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une structure qui est 100% guidée, alors qu'à l'époque, tu devais quand même plus nous diriger manuellement à chaque petit problème. Là, en soi, il y a vraiment les solutions à tous les problèmes qui sont directement dans l'espace formation. Et surtout avec le nouveau module qui est en train d'arriver sur les objections, il y en a encore plus, tu vois. Donc, je pense que ouais, c'est ça. Dès l'espace formation, en fait, tu as déjà les solutions à tous tes problèmes, alors qu'avant, il fallait peut-être encore plus aller demander par toi-même pour avoir des solutions à tes problèmes, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que maintenant, grosso modo, tu peux rentrer dans le programme et avoir un fil rouge complet. Tu as le fil rouge pour pouvoir littéralement réussir à être libre avec ton business, quoi. En soi, ouais, c'est vrai que du module introduction jusqu'au module où tu apprends à régler tes derniers problèmes en vente, en soi, il y a juste un fil rouge que tu as à suivre et il n'y a pas de friction, quoi. Ouais, complètement. Toi, c'était quoi la situation à laquelle tu étais quand tu es rentré en autobahn? Tu étais étudiant, tu étais salarié, tu faisais quoi dans la vie et qu'est-ce qui te posait problème dans cette situation? Alors, j'étais étudiant en alternance Mhm. et photographe à côté quand même. Donc, j'avais déjà ce petit côté entrepreneur où je savais faire des sous de mon côté. Ouais. Mais j'étais étudiant en alternance. Donc, tu combines les côtés chiants de l'université, donc avec la mauvaise ambiance, le manque d'ambition des gens, le fait de ne pas se sentir compris, et le mauvais côté du salariat avec ton alternance. Donc là, avec Ah ouais. le fait de voir des gens qui ont 20, 30 ans de plus que toi, qui sont bloqués, qui n'ont pas un esprit, tu sais, aussi ouvert que toi, qui n'ont pas la même vision du monde que toi, etc. Et en vrai, je me sentais pas bien dans cette situation parce que je me sentais pas du tout à ma place. Donc peut-être que ça va au travail, tu vois, j'étais un mec fort, tu vois. À l'école aussi, j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas du tout à ma place. Hmm. Et en trouvant l'autobahn, le groupe, etc., j'ai aussi trouvé une place, quoi, un peu. Ouais. Comment t'es tombé sur moi? C'était Instagram, c'était YouTube, c'était quoi? C'était YouTube, une vidéo de Road to Condor, Ok. un, un chauve à bord de des filles dans la rue, je sais plus comment ça s'appelait. Ça s'appelait 1m90 plus yeux bleus est égal cauchemar des red pills, des black pills, un truc comme ça. Ouais, des Blackpink, je crois. Et je t'ai découvert comme ça, et je commençais un peu à regarder tes vidéos. Après, à l'époque, tu parlais plus de. Je crois que c'était de la séduction ou un truc comme En ça. fait, ma niche n'était pas du tout claire à l'époque. J'aidais les hommes à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et en fait, c'était une manière de dire que je faisais du business. Mais vu que je l'assumais pas à 2000% et que je n'étais pas clair sur ma niche, en fait, personne ne l'était pour moi, quoi. Donc, c'était plus compliqué de comprendre.
Après, j'ai juste clarifié un peu l'offre et le positionnement et du coup, t'as pu. Ça peut être plus clair. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a fait te dire j'aime bien ce mec, je vais le suivre? En vrai, c'est ta franchise. Parce qu'à l'époque encore, c'était pas encore trop à la mode d'être 100% franc sur les réseaux sociaux. Il y avait encore, tu sais, le truc où les gens, ils allaient énormément broder avec du lifestyle, Ouais. des phrases qui font plaisir, etc. Et toi, t'étais pas là pour faire plaisir aux gens. Tu étais juste toi, tu montrais ce que tu faisais, tu disais exactement ce que tu pensais. Et ouais, je pense que c'est cette transparence qui m'a fait m'attacher à ton personnage. Tu Ouais. Ok. Ouais, c'est ce côté où tu te dis en fait, c'est un mec qui me partage vraiment ce qui se passe et pas qui documente son trajet, mais qui me dit ce que je dois entendre à l'étape où je suis, quoi. vois. Ouais, c'est ça. Ok. Tu t'es dit, vas-y, je vais regarder ce qui se passe dans l'autobahn. Euh, ok. Très stylé. Très stylé. Et du coup, comment c'est passé quand t'es rentré? Qu'est-ce qu'on a changé? C'est quoi la plus grosse différence entre le moment où t'étais en dehors et le moment où t'étais dedans? Et si jamais, ça c'est un truc pour. Souvent, je sais que les élèves, ils osent peut-être pas le faire, mais euh, le but ici, c'est qu'en fait, tu puisses expliquer exactement les stratégies qu'on met en place de manière full transparente, c'est-à-dire sur le module sur l'offre, le positionnement, vraiment que tu expliques toi ce qui t'a vraiment aidé pour qu'en fait, j'ai dit l'agenda par rapport au podcast, mon but c'est qu'en fait, tu puisses comprendre ce qui a fait que ça fonctionne pour Oscar euh, et qu'en même temps, en fait, tu puisses appliquer des choses pour toi. Donc concrètement, c'est quoi la chose qui a vraiment fait la différence entre le Oscar qui a une audience mais qui sait pas quoi faire avec et le Oscar qui aujourd'hui est complètement libre et puis a réussi à convertir, prospecter, avoir des calls et closer. Alors, je pense qu'il y a deux grandes choses qui ont changé ma vie techniquement. C'est premièrement prospecter. Parce qu'au début, j'avais vraiment peur de faire ça. Tu vois, je me disais que c'est bizarre, t'es gênant. T'es sur Instagram, tu contactes plein de gens en essayant de leur proposer des appels et tout. Je trouvais ça pas naturel. Et en ayant vraiment un module où tu apprends à prospecter, tu apprends à traquer ta prospection, etc., ça m'a vraiment changé ma vie parce que ça m'a permis de toucher plus de prospects au quotidien et du coup, forcément, d'avoir plus d'impact, quoi. Et aussi le closing. Le closing, c'était ma plus grande peur au début. J'hésitais même à me lancer dans ce genre de business parce que le fait d'avoir des calls avec des inconnus, ça me faisait vraiment peur. Hmm. Et avoir quelqu'un, un grand chauve qui te force, qui te dit en vrai, tu vas pas mourir, bah, ça m'a fait passer ce pas, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait peur exactement? C'est la peur de te faire rejeter? C'est la peur de juste de pas savoir quoi faire, pas savoir quoi dire? C'est quoi qui te faisait peur? Ce qui me faisait peur, c'était vraiment la peur du rejet. C'est-à-dire que j'avais peur d'aller annoncer un prix à quelqu'un et de devoir essayer de le faire payer quelque chose, en fait. Est-ce que c'est parce que tu te sentais pas suffisamment compétent ou légitime, que tu avais peut-être l'impression de vendre du vent, ou est-ce que c'était juste parce que tu savais pas comment le faire sans paraître brutal? Je savais pas comment le faire. Et puis, j'étais un peu conscient que si je faisais que annoncer mon prix, bah, il allait sûrement rien se passer dans 95% du temps, tu vois. Et j'avais vraiment peur de devoir briser des objections, entre guillemets, convaincre quelqu'un que c'est le bon choix pour cette personne, quoi. Hmm. Ok. Et aujourd'hui, du coup, ça ressemble à quoi maintenant, Oscar en vente? Écoute, en vrai, au niveau des objections, j'ai toujours des problèmes. Parce que sinon, je pense que j'aurais au moins à 10 cas par mois, tu vois, au niveau de mon volume de call, etc. Mais j'ai plus peur, tu vois. C'est juste que je sais que j'ai des lacunes, je les règle. En plus, avec le nouveau module, je suis en train de les tabasser, ces lacunes. Mais j'ai appris à vendre, j'ai appris à suivre un script, à aller chercher les douleurs des gens pour vraiment comprendre sa situation et pour l'aider au mieux, quoi. Ouais. C'est extrêmement pénible ce que tu as dit, comprendre sa situation. Souvent, quand on a un appel, on se contente de juste lire un putain de script sans vraiment écouter la personne qui est en face de nous. C'est souvent, on a la question, par exemple, situation actuelle, où tu dis, ok, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui te pose problème? Pourquoi tu veux devenir entrepreneur, etc. Et quand le mec nous répond, souvent on dit juste, ok, et on passe à la suite. Alors qu'en fait, souvent on peut dire pourquoi. On Mhm. peut te poser la question de s'intéresser vraiment. Et en fait, je pense que la meilleure approche qu'il faut avoir quand tu es en appel de vente avec quelqu'un, c'est vraiment avoir cette sorte, un peu comme une discussion là maintenant, vraiment de se dire, ok, mais il me dit ça, mais pourquoi est-ce qu'il a cette tonalité-là quand il me pose cette question, quand il répond comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a hésité là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce petit moment de doute? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Tu vas avoir cette curiosité enfantine de se dire, pourquoi? Pourquoi à chaque fois, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, ce qui est bien, c'est que dès le moment où tu as ça, non seulement tu es à fond dans la conversation avec lui, donc en fait, c'est facile pour toi. C'est comme si tu étais connecté à la source et que les réponses venaient toutes seules. Parce qu'en fait, tu es vraiment avec la personne et tu réfléchis vraiment à partir de lui et pas à partir de toi qui veut closer. Ce qui veut dire qu'en fait, il te fait plus confiance. Et quand tu dois lui poser des bonnes questions, il se sent compris. Tu vas vraiment l'écouter à 2000%, que ce soit verbal, non verbal, et vraiment tout l'aspect de la communication. Et derrière, quand tu le pitches, quand tu lui montres comment tu peux l'aider, en fait, tu vas enlever toutes les parties de ton pitch qui ne l'intéressent pas pour regarder uniquement les bonnes en ayant vraiment cet air convaincant. En fait, c'est ça qui est vraiment puissant. Je pense que ce qui marche le mieux en vente, c'est pas un script miracle, mais c'est le fait de vraiment comprendre la personne en face de toi, être convaincu que tu peux l'aider et derrière pouvoir faire en sorte que en fait, lui-même il puisse croire en lui. Mm. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette métaphore qui est dans le dernier module, justement, où tu sais, la personne, elle est un peu dans un labyrinthe. Ouais. Elle sait pas comment elle va sortir, elle a une carte, elle est foirée, aucune recette pour sortir de ça. Et en fait, toute ta phase où tu vas diagnostiquer, tu dois juste la retrouver dans le labyrinthe, en fait. Et dès que tu l'as retrouvée, là, tu peux la choper par la main et la sortir. Parce que Ouais. toi, tu as la carte. Exactement. Et c'est important d'avoir une vraie phase de diagnostic, je pense, pour justement la retrouver dans le labyrinthe et pouvoir la convaincre que tu as la solution à son problème, quoi. Ouais, si c'est le cas, quoi. Mhm. Et tu sais, souvent, moi, j'arrive avec c'est un peu comme quand tu vas aborder une femme dans la rue, c'est tu vas la voir pas pour absolument la séduire, mais pour juste voir ce qui se passe. Est-ce que on match niveau énergie? Et là, c'est la même chose avec l'appel de vente. Le but, c'est pas de vendre, mais c'est de voir est-ce qu'on est un fit. Euh, pour t'expliquer, toi qui es derrière ta caméra, derrière ton téléphone ou derrière la caméra, on va dire, qu'est-ce que c'est que la psychologie du labyrinthe? Globalement, c'est une analogie qui permet de comprendre la phase d'objection. Concrètement, dans l'appel de vente, tu as trois grandes phases. Tu as la première phase, small talk. Tu as la phase de diagnostic, au moment où tu vas lui poser des questions, savoir si tu peux l'aider. Et derrière, la phase d'objection. Donc en gros, tu arrives, tu fais un peu connaissance avec la personne, tu plonges dans le diagnostic, tu pitches, tu expliques en quoi ça consiste. Et derrière, il va te dire, tu lui annonces ton prix. Voilà, ça représente un investissement de X euros. Et là, on rentre dans la phase d'objection. Et en fait, c'est la phase la plus difficile. Parce qu'en fait, tu peux avoir réussi tout le début de ton business, que ce soit les fondations, tu as la bonne niche, tu as la bonne offre, tu fais du contenu qui marche très très bien, tu as des milliers d'abonnés, tu commences à avoir pas mal d'engagement, des vidéos YouTube qui explosent, c'est une bonne newsletter, tu as des appels. Et même si tu as fait tout ça, si tu n'arrives pas à traiter les objections à la fin, en fait, ça ne va pas fonctionner. En fait, c'est la phase la plus importante. Et la meilleure analogie que j'ai pu trouver pour comprendre cette phase, c'est en fait, la phase d'objection, c'est vraiment un labyrinthe avec des chemins qui s'étendent dans tous les sens. Il y a des pièges, il y a des impasses, il y a des pièges posés par le prospect. Et en fait, dans ce labyrinthe, tu as au centre une immense trappe avec 6 verrous. Donc il faut 6 clés pour absolument pouvoir sortir de ce labyrinthe et puis être sauvé. Le problème, c'est qu'en fait, ces 6 clés, elles sont réparties dans tout, comment dire, dans 6 grandes pièces différentes. Et à chaque fois que tu rentres dans une pièce, il y a genre 5000 clés qui sont éparpillées partout. Tu sais pas du tout laquelle est la bonne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tu es bloqué dans le labyrinthe avec le serrurier qui a créé le labyrinthe et qui connaît exactement la couleur des clés. Pourquoi est-ce qu'on a parlé des 6 clés? C'est parce qu'en fait, c'est les 6 objections fondamentales. Par rapport au produit, à la valeur, à l'argent, au partenaire, au temps et à la peur. C'est-à-dire que si un prospect avance pas avec toi, c'est qu'il y a une de ces 6 objections. Donc en fait, peut-être que le prospect te dit qu'il doit y réfléchir, alors qu'en fait, il a juste pas envie de dire qu'il a peut-être pas les fonds. Et derrière, ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu comprends cette analogie, tu comprends aussi que la peur de réussir du prospect. C'est qu'en fait, le prospect, souvent, il est bloqué depuis tellement de temps dans ce labyrinthe, dans sa situation actuelle et dans ses problèmes, qu'en fait, il a trouvé un certain confort et peut-être qu'il se dit qu'en fait, ils sont peut-être bien. Et il a peut-être peur de se dire, de penser et de voir à quoi ressemble la vie à l'extérieur. Donc en fait, ton job dans l'appel de vente, c'est vraiment de créer du lien avec lui pour qu'il te donne les bonnes informations, pour pouvoir le convaincre que sortir, c'est mieux que de rester dedans, et derrière, de pouvoir lui permettre de se sortir de son propre chemin pour que derrière, il puisse lui-même accepter de se faire aider, quoi. Et du coup, comment ça se passe maintenant tes appels depuis que tu as vu ce début de module sur la phase d'objection?
Écoute, ça se passe beaucoup mieux dans la phase d'objection parce que déjà, j'ai commencé à vraiment appliquer la règle des 20 minutes. Ouais. Avant, c'était plutôt la règle des 5 minutes et on abandonne. Tu C'est vois. quoi la règle des 20 minutes? C'est que à partir du moment où tu vas annoncer ton prix et qu'il va lâcher sa première objection, tu allumes le téléphone et tu mets un chrono d'au moins 20 minutes où tu vas devoir, pendant 20 minutes, essayer d'identifier les objections qui sont les vraies objections en fait et tu vas essayer de le closer à la fin, quoi. Ok. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, le closing, c'est pas uniquement dire la bonne chose. En fait, c'est souvent celui qui perd, c'est pas celui qui a le meilleur, qui n'a plus l'argument. Celui qui perd, c'est celui qui n'a plus rien à dire, qui n'a pas de raison de ne pas continuer. Donc, il n'a pas de raison de continuer. Bref, c'est celui qui gagne, celui qui a plus d'arguments que l'autre. En fait, c'est ta réalité qui arrive par rapport à l'autre. Et du coup, euh, on en discutait juste avant d'enregistrer la vidéo. Là, tu avais un appel, par exemple, que tu as tenu, pas closé. Mais concrètement, comment tu te sens? Parce que je sais qu'avant, moi, quand je closais pas, j'étais frustré. Je ressentais pas des bonnes émotions. Et aujourd'hui, je sens que ça a beaucoup évolué. Toi, comment tu te sens quand tu closes pas un appel alors que tu aurais pu vraiment aider quelqu'un? Alors, avant d'avoir justement cette mentalité d'abondance, entre guillemets, où si au final il sent qu'il va pas me rejoindre, c'est juste un non, et c'est pas un peut-être, je me disais tout le temps, ah non, j'ai raté, mais bon, peut-être qu'il va me rejoindre dans 2 jours par miracle. Alors que maintenant, juste, c'est ok, il veut pas rejoindre et je l'accepte. J'ai mal fait mon boulot, donc il va falloir que je travaille pour mieux casser des objections. Mais en même temps, c'est un problème pour lui. C'est lui qui va pas sortir du labyrinthe, quoi. Ouais. Ouais, complètement. En fait, c'est toi l'opportunité. Mhm. On parlait exactement la même chose avec Marie hier. C'est se dire, en fait, c'est. Moi, ce qui me frustre le plus quand je rate un appel pour un mec dans l'autobahn, c'est que ça ne matche pas parce que comment dire, soit il n'y a pas la confiance, soit il n'y a pas les finances, soit il y a un truc qui bloque. C'est qu'en fait, je me dis, putain, je peux vraiment l'aider et on peut pas. Genre, je suis frustré. C'est comme si tu veux vraiment aider quelqu'un qui peut être aidé, tu peux lui sauver la vie, mais qui ne veut pas se faire aider. Ou qu'il y a un truc qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc, et ce que tu as dit, là, c'était pertinent par rapport au fait de. Très souvent, on se dit, oui, c'est bon, il me dit qu'il doit réfléchir, mais je pense qu'il va revenir vers moi et va me dire oui, tu vois. Ah ouais. Il va pas revenir en 2027. Il va, Crois-moi. il va pas revenir en 2045 quand il aura ses gosses et sa voiture. Il va. Ah, c'est ouf à quel point on préfère se cacher derrière dans le confort d'un peut-être plutôt que dans la réalité brutale, mais juste d'un non. Après, le non, encore une fois, il est plus triste pour lui que pour nous. Ouais. Parce qu'il a sûrement pris un call à un moment où il avait beaucoup de douleur. Il aura sûrement peur de reprendre des calls plus tard parce qu'il sait qu'à la fin, il y aura une proposition de prix, une proposition de changer sa vie. Donc en soi, nous, on a une seule opportunité pour changer la vie de quelqu'un. Et peut-être qu'il n'y en aura plus jamais. Ouais, exactement. Et souvent, tu sais, on se dit que ah, mais c'est bon, je vais le laisser réfléchir parce que euh, il doit prendre le temps de réfléchir. En fait, il faut se considérer une chose, c'est que le prospect ne sait pas traiter ses propres objections. Et très souvent, aujourd'hui, les gens, par exemple, ils vont parler à ChatGPT pour réfléchir à un problème de leur vie. Le problème de ChatGPT, c'est il va toujours te mettre, aller dans ton sens. Par exemple, je vais lui dire, écoute, là, je sens que quand je crée du contenu, ça fonctionne pas vraiment. Qu'est-ce que tu me recommandes? Il va te recommander tous les trucs qui vont t'éloigner du contenu. Ils vont dire, ah bah, prospecte plus. Mais il va pas t'expliquer que t'es une salope et qu'en fait, t'aurais dû y aller parce que juste ta stratégie de contenu, elle est pas bonne et il faut juste la changer. Donc en fait, le problème, c'est que plus il y a de temps qui se passe entre le moment où tu annonces le prix et le moment où il rentre dans le programme, plus il va trouver des raisons pour lesquelles il ne devrait pas le faire. Mhm. Parce qu'il va en parler à son entourage, à ses parents, à sa femme, à son chien, qui vont tous lui donner des raisons de rester dans son environnement de base parce que c'est là où ils sont. Et en fait, bah, avoir un mec qui sort, c'est pas qu'ils veulent pas qu'il y ait un mec qui sort, mais ça permet de protéger leur ego. Mhm. Tu vois. Toi, comment ça s'est passé là, du coup? Aujourd'hui, t'es encore en études ou est-ce que t'as complètement lâché ça? J'ai complètement lâché ça. Euh, Comment s'est en passé novembre, le switch? en novembre, j'ai commencé à. Je crois que j'ai close mon premier client en novembre. Mhm. Et j'avais aussi des bonnes prestations photos qui m'assuraient quand même pas mal de revenus et tout. Du coup, je me suis dit que c'était plus possible de rester à l'université, au travail, etc. Donc j'ai pris un billet d'avion pour Bali
Et je suis allé rejoindre Yakin et Kevin à Bali. Ok. Et tu faisais combien là, en moyenne par mois là? À ce moment-là, je pense que je faisais 2 000 € à peu près. Ok. Donc ça allait, surtout pour Bali, tu vois. Bali, tu peux te permettre d'être broke encore, c'est pas un problème. Ouais. Mais en soi, c'était quand même une belle prise de risque. Personne n'a compris dans mon entourage, à part les gens de l'autobahn. Sinon, personne n'avait compris. Ton entourage, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est. Est-ce que tu as encore des gens de l'ancienne vie, à part ta famille, ou est-ce que comment dire? Est-ce que maintenant ton cercle est essentiellement composé d'entrepreneurs? Alors, mon cercle, il est essentiellement composé d'entrepreneurs. Après, il y a aussi des gens que je rencontre par mes prestations, Mhm. donc qui sont plutôt dans la mode, dans l'influence, etc. Mais je vois beaucoup moins les gens de mon ancienne vie, parce que on n'a plus le même quotidien, on n'a plus forcément les mêmes paradigmes, ou même eux, ils ont des vacances, moi, j'en ai pas. Globalement, je bosse tous les jours et j'ai un peu du mal à être avec des gens qui sont en vacances, quoi. C'est que ouais, vraiment, j'y pensais, je me suis dit, comment est-ce que tu peux t'autoriser à être off une journée entière, tu vois, à vraiment rien faire? Il y a toujours cette dynamique qu'il faut se reposer. En fait, ce qui est génial quand tu es entrepreneur, c'est que tu gères ton travail, mais tu gères aussi ton repos. C'est-à-dire que tu pourrais partir à Bali pour chiller. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans ta journée de travail, quand tu bosses pas en 7h, 18h, tu as des moments où tu peux t'accorder des pauses. Par exemple, je sais que moi, quand je me lève tôt le matin, genre 6-7 heures, et que bah, tu vois, je bosse, je vais à la salle, etc., tous les après-midi, je vais me prendre une sieste d'1 heure. Je vais taper une grosse sieste. Et en fait, rien que ça, accumulé sur le long terme, ça permet d'avoir pas besoin de partir en vacances. Parce qu'en fait, tu te brûles pas. Tu n'es pas en train d'épuiser ta. C'est comme si on avait une sorte de batterie long terme et une batterie dans la Mhm. journée. Ta batterie dans la journée, elle s'épuise avec le deep work, avec ta séance à la salle. Et le truc, c'est qu'en fait, si tu vas trop loin dans cette batterie, et ben en fait, tu prends un peu d'énergie dans la batterie du jour d'après. Et si tu fais pas un effort en plus, en dormant plus ou en te reposant plus, ouais, tu prends du jour d'après. En fait, ça s'accumule et c'est genre exponentiel. Mhm. C'est pour ça que les gens partent en burn-out. Parce qu'en fait, ils ont un job qui leur demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ils n'ont pas le temps de repos. Du coup, vu qu'ils sont frustrés, ils vont en soirée. Du coup, ils ont encore moins de temps de repos. Et en fait, c'est juste boule de neige. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de grosses vacances où ils font rien pendant 3 semaines. Et du coup, ils ne sont pas bien par rapport à eux-mêmes. Ce que je recommande de faire, c'est juste de pouvoir respecter cette grande batterie. Et genre, oui, des fois, il faut se mettre dans le rouge. Des fois, faut s'enculer au travail. Et des fois, il faut savoir aussi se dire, ok, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais pas bosser. Ou je vais bosser, par exemple, aujourd'hui, vu que je sais que je fais ce podcast, ce matin, j'ai dormi jusqu'à 9h. Je suis allé m'entraîner vite fait, je suis allé courir au bord de la Seine. Et puis là, juste, je vais venir, et puis après, je suis allé en date avec une demoiselle. Je sais qu'aujourd'hui, ça va pas être une journée extrêmement productive, mais je sais aussi que si je veux bosser beaucoup aujourd'hui, quand je vais rentrer en Suisse et que je vais avoir vraiment le setup parfait pour bosser, bah, je vais pas vouloir le faire parce que je serai trop cramé les jours d'avant. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? En fait, souvent on peut se dire non mais je suis une salope, alors que la réalité c'est il faut être discipliné aussi dans le repos. Et je pense que c'est le plus difficile pour surtout quand tu te lances au début quand tu es entrepreneur. Ouais, c'est vrai que tu as encore un peu cette mentalité de soit full travail, soit full vacances. Mais il faut apprendre, ouais, à se reposer, s'obliger à se reposer même. Et aussi, je pense qu'il faut apprendre à rentabiliser les journées de repos, comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que là, tu tournes un podcast, tu peux très bien faire une journée de repos et tu vas tourner un vlog. En tout cas, tu peux toujours trouver un moyen, même sans fournir trop d'efforts, de produire, quoi. Grave, absolument. D'ailleurs, je suis chaud qu'on parte sur tout l'aspect photographie parce que en fait c'est un truc que j'admire beaucoup par rapport à toi parce que tu maîtrises à 2000%. Et ce qui est bien c'est que ben, tes clients en photographie, c'est des mecs qui sont entrepreneurs, qui ont une personal brand, qui ont besoin de savoir se mettre en avant et qui savent pas souvent comment le faire de manière esthétique ou de la bonne manière. Donc, je suis sûr qu'on parte un peu là-dessus. Concrètement, en termes de rien que matériel, admettons que je veux une personal brand qui soit propre, c'est-à-dire que je veux avoir des réels qui soient esthétiques, des beaux posts, des belles stories et avoir des vidéos YouTube qui sont quali. De quoi j'ai besoin en termes de matériel? Alors, le plus important, déjà, tu vas tout de suite penser que ça va être avoir un bon boîtier, un bon objectif, mais le point le plus essentiel, c'est vraiment la lumière. Comme ici, tu vois, on a de la bonne lumière. Donc limite, on pourrait poser 3 bons iPhones et on aurait quand même une vidéo quali. Donc je pense qu'il faut déjà avoir de la lumière. Donc là, tu peux t'en tirer pour quelques centaines d'euros, tu vois. Mais ensuite, si tu veux step up, là, va falloir avoir des boîtiers, des objectifs, des trépieds. Et c'est là où tout va beaucoup gonfler en termes de tarifs. Donc, je
Je pense que tu as déjà expérimenté, tu as acheté une Ouais. Le fixe 30, ouais. FX30. Et je pense qu'il faut juste avoir un bon objectif, assez grand angle, un bon boîtier et un bon trépied. Et en soi, tu peux commencer vraiment à avoir du contenu très très quali, que ce soit en photo et en vidéo. Et du coup, je vois beaucoup de mecs qui ont beaucoup de matériel vraiment solide. Tu vois, ils ont lâché 4-5 000 balles dans un beau boîtier. Genre, ils ont un objectif de salopard. Mais soit ils en font rien, soit ils font du contenu qui est pas ouf. D'après toi, c'est quoi le problème? Comment tu fais pour avoir cet œil de créateur? Ce truc où tu te dis, ah ok, là, genre, il y a le plan parfait. Alors déjà, il faut apprendre, premièrement, à avoir des fondations, un peu comme dans le business, c'est-à-dire savoir comment régler une caméra, les ISO, tout ça, tous les petits trucs des geeks. Mhm. Et il faut énormément entraîner son œil, que ce soit à lire des images ou à en créer. Ouais. C'est-à-dire que tu peux te mater des films en ayant juste le regard de créateur, en te disant putain, comment il a fait pour faire ce plan-là, pourquoi il a fait ce plan-là et pas un autre, comment il a composé cette image, pourquoi. Et déjà, tu vas apprendre à mieux lire des images, mais ensuite, de ton côté, va falloir aller apprendre à en créer. Donc, tu dois prendre ton boîtier, même aller dans la rue, tu vois, et prendre des photos par milliers pour comprendre comment fonctionne une image, comment l'œil d'un spectateur va se déplacer dans une image, Hmm. parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen que par la pratique. Ok. Et concrètement, pour un mec qui débute, qui veut commencer, hein, qui crée déjà un peu de contenu, mais qui veut un peu step up, tu conseilles de partir sur, par exemple, un iPhone, je sais qu'il y a l'iPhone 17 qui va sortir bientôt, je sais pas, sur un iPhone 16 Pro, ou genre sur un boîtier où il va mettre plus de budget. Franchement, si tu as déjà ton business qui te prend beaucoup de temps et que tu veux juste créer du contenu pour faire de l'acquisition, je recommande vraiment un iPhone parce que tu as juste à savoir vite fait comment le paramétrer, mettre 4K, 60 ou 25 Mhm. et ensuite tu baisses un peu ta luminosité. Parce que si tu prends un boîtier, va falloir apprendre tout un autre rayon de compétences Ouais. dont tu n'as pas vraiment besoin. Ça sera plutôt justement quand tu seras au step d'avoir structuré aussi un pôle contenu. Là, tu pourras avoir un boîtier parce qu'il y a un mec qui va tenir le boîtier et le régler à ta place, quoi. Ok, ouais, complètement. C'est des moments où tu as les fonds. C'est à partir de combien de chiffre d'affaires que tu recommanderais de prendre vraiment un boîtier et d'avoir cette, ce matos? 5-10K? Je pense qu'à partir dans 10K, ça peut être pas mal. Après, il faut vraiment commencer par la lumière. Dès que tu atteins, je pense, 2-3K, acheter des bonnes lumières, c'est essentiel. C'est que j'ai des flashlights un peu comme ça chez moi dans ma chambre. Genre, en fait, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle Newer, Neewer. Elle coûte 100 balles. Il y en a deux. Et tu as deux grosses flashlights que tu peux mettre sur toi. Moi, je regarde qu'une seule. Je sais que pour mes vidéos, à chaque fois que je la mets, j'ai une petite lumière d'ambiance derrière, un peu comme on peut avoir ici. Et derrière, en fait, t'as un rendu qui est extrêmement pro. Et rien que ça, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Après, moi, j'ai pris un. Il y a un moment donné où j'étais un taré avec Daniel Dallen. Je kiffais trop ses vidéos et je me disais, c'est quoi son matos? Il fait une vidéo par rapport à son matos où il explique tout ce qu'il utilise. En fait, il a un Sony FX30 avec un objectif 11 mm qui fait ultra large. C'est celui-là que j'utilise dans toutes mes vidéos YouTube. Euh, et je sais que ça step up beaucoup. En fait, c'est un peu le 80-20 parfait pour moi parce que tu as un grand angle, tu as un bon son et en fait, c'est, c'est easy. Concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer les trucs de geek justement parce que je pense que c'est intéressant de moi, admettons, j'ai une caméra entre les pattes. C'est quoi les choses que je devrais juste connaître? Tu vois, par exemple, là, les ISO, je sais pas ce que c'est. Exposition, je sais un peu ce que c'est, mais je comprends. Hein, c'est comme l'œil qui s'ouvre et qui se ferme. Tu vois, est-ce que tu arrives à nous expliquer juste les grands paramètres essentiels à vraiment maîtriser pour faire du contenu de bonne qualité ou des bonnes photos? Alors, au niveau des photos, c'est vraiment ce que je maîtrise le mieux. Tu vois, la vidéo, j'en fais un peu parce que je suis forcé pour le contenu et tout. Ouais. Mais ma vraie passion, c'est la photo. Et pour les photos, il y a trois grands paramètres qui composent le triangle d'exposition, ça s'appelle. Ok. Donc, d'abord, tu as l'ouverture. L'ouverture, c'est comme un œil qui s'ouvre et qui se ferme comme une pupille. Et en gros, c'est un diaphragme dans ton objectif qui laisse rentrer plus ou moins de lumière. Et donc, ça va te permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière dans ton appareil. Et aussi, ça va te permettre d'avoir plus ou moins de flou derrière ton sujet. Ok. Parce qu'en gros, quand l'œil de l'appareil est grand ouvert, tu as énormément de flou. Donc, tu sais, ça fait l'effet où tu as
juste un peu le visage qui est net et tout le reste qui est flou. Mhm. Alors que quand l'œil est très fermé, c'est l'inverse. Tu as tout qui est net dans l'image, mais du coup, tu n'as pas un vrai point de focus avec le reste qui est flou. Ok. C'est comme si la lumière venait et se croisait de tous les côtés. Du coup, comment dire, tu peux. Comment dire? C'est comme si, vu que la lumière vient un peu de partout, il y a une différence. Comment ça se fait qu'il y a un flou Alors, c'est juste une question de profondeur de champ, ça s'appelle. Ok. Et en gros, c'est à partir de ton point de mise au point, qu'est-ce qui est net en fait. Et du coup, quand tu as le diaphragme qui est grand ouvert, à partir de ton point de mise au point, tu as très peu de zone qui est nette. Alors que quand ton diaphragme est très fermé, bah, c'est l'inverse. Tu Ok. as énormément de choses qui sont nettes sur des kilomètres. D'accord. Ok. Donc il y a cette ouverture. Donc c'est le F 1. 1.8, 2.8 jusqu'à 22. Ouais. Ensuite, tu as la vitesse d'obturation. Donc, derrière ton objectif, qui est un diaphragme, il y a le boîtier. Et en fait, le boîtier, il est fermé à la lumière. Et quand tu prends une photo, photographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire avec la lumière. Donc, en gros, il va ouvrir un rideau qui va laisser la lumière écrire sur le capteur de l'appareil photo. Il va se refermer ce rideau, la photo sera prise. Et la vitesse, c'est le temps pendant lequel ce rideau va être levé devant le capteur. Donc pareil, ça se calcule en fractions de seconde. Donc tu peux être à 1 centième de seconde, 1 seconde, 1 millième de seconde. Et là, il faut savoir gérer cette vitesse pour pas avoir une vitesse trop courte ou trop rapide. Parce qu'une vitesse trop rapide va figer le mouvement. Parce que tu sais, le temps où le rideau il sera levé, il n'y aura pas eu de mouvement en fait. Parce Ouais. qu'il est très rapide. Mais du coup aussi, le temps est très rapide, donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui a eu le temps de rentrer. Alors que quand tu as un temps qui est beaucoup plus lent, comme 1 seconde, là, le rideau il se lève, donc tu laisses rentrer beaucoup de lumière, mais aussi tu laisses beaucoup de mouvement se dérouler sur ta scène, et ensuite tu le refermes. Donc là, pareil, il faut trouver un juste milieu, 1/150e, 1/200e de seconde, souvent ça fonctionne bien pour des portraits de base. Ok. Enfin, tu as les ISO. Donc les ISO, c'est la sensibilité du capteur à la lumière. Ok. Et du coup, en gros, c'est le capteur, maintenant, tu sais, c'est un truc numérique, donc il reçoit de la lumière, et il va voir en gros sur un spectre où est la lumière, quoi. Ouais. Genre entre les basses lumières, les hautes lumières, etc. Et en fait, les ISO, c'est juste une fonction qui va permettre d'amplifier le signal qu'il reçoit en lumière. D'accord. Et en fait, c'est quoi les. Parce qu'il y a, il y a genre 800, 8000 ISO. C'est quoi les ratios ISO? Genre en haut, le maximum et le minimum? Alors, le minimum, souvent, c'est 100 Ok. sur la plupart des boîtiers. Et après, ça monte en dizaines de milliers, ça peut monter jusqu'à 16 000, etc. Ok. Mais le problème, c'est que quand tu es trop haut, tu commences à avoir du bruit numérique. Tu sais, c'est quand tu as tous les petits points bizarres qui sont sur ton image qui la rendent dégueulasse. Parce que du coup, il capte trop. Le capteur capte trop de lumière? C'est ça, en gros, avec l'amplification, tu as aussi du bruit qui se rajoute. Parce que vu qu'on est sur un signal qui est numérique, Ok. bah, tu sais, c'est des signaux. C'est juste des signaux, c'est des courbes. Et quand tu mets les fonctions d'amplification, en fait, les courbes, elles deviennent un peu tordues, quoi. Tire un peu la gueule. Ouais, elles tirent la gueule et du coup, ça rajoute du bruit, quoi. C'est pour ça qu'en basse luminosité, quand tu mets les ISO très haut, t'as beaucoup de bruit dans les zones sombres, quoi. C'est ça. T'as du bruit, c'est récupérable, surtout en vidéo. Mm. Et du coup, ce que je recommande, là, c'est d'essayer de se mettre au plus bas possible en ISO pour quand même avoir une photo qui reste propre, qui reste lisible. Mais il faut vraiment éviter de monter trop parce que tu dégrades ta qualité d'image bêtement, quoi. Ok. Et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent? Parce que là, tu vois, on parle de la photographie en elle-même. Maintenant, j'ai envie qu'on puisse prendre ça et puis qu'on puisse voir sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en tant que photographe, toi? Alors, j'avais des amis qui faisaient du skateboard quand Ok. j'étais petit. Et j'étais vraiment nul. Horrible, vraiment, j'étais super nul. Je me prenais des gamelles toute la journée. Et du coup, à un moment, j'ai pris mon Huawei. C'était un vieux téléphone avec de la poussière dans l'objectif. Et je me suis mis à prendre en photo les gens. Et je me suis rendu compte que dès le début, j'avais vraiment un bon œil. Tout le monde kiffait mes photos. Tout le monde prenait mes photos pour en faire des photos de profil et tout. Et c'est devenu de fil en aiguille ma passion. J'ai acheté un premier boîtier. J'ai pris des centaines de milliers de photos avec.
Ensuite, j'ai acheté un deuxième boîtier. Là, j'ai commencé à me faire payer pour mes photos. Et au final, c'est devenu mon métier vraiment naturellement, quoi. Ok. Et c'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment quand tu as des jeunes photographes qui veulent en faire leur travail, mais qui n'y arrivent pas? Écoute, vu que c'est une discipline de geek, tu vas penser que c'est des erreurs techniques ou quoi. Mais franchement, la plupart des photographes, ils sont vraiment bons. Et quasiment tous les photographes ont le niveau technique pour se faire payer. Mais souvent, ils ont un gros problème au niveau du business, c'est sur le positionnement. C'est-à-dire qu'ils savent pas comment fermer des portes pour mieux ouvrir certaines portes. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec tout le monde, ils peuvent faire du mariage, des photos de sport, des photos de portraits, des photos de chiens, des photos de n'importe quoi, tu vois. Alors qu'en fait, il faudrait qu'ils apprennent à se fermer des portes pour vraiment s'affirmer sur le marché comme un photographe qui fait uniquement du mariage. Moi, par exemple, je prends que des photos pour les entrepreneurs et les influenceurs qui ont besoin de développer un personal branding sur les réseaux sociaux. Et le résultat, c'est que en cumulé, je crois que mes clients, ils ont 4 millions d'abonnés sur les réseaux, des centaines de milliers de chiffres d'affaires. Et du coup, ça montre que j'ai vraiment une stature dans mon marché. Et vu qu'en plus, dans mon marché, je suis vraiment le meilleur artistiquement. Alors, tu sais, il n'y a pas un photographe qui prend en photo des entrepreneurs qui est meilleur que moi, sans prétention, hein. Ouais. Ah, mais faut appeler un chat, quoi. Ouais, faut le dire. Bah, ça fait que j'ai vraiment une bonne stature dans mon marché. Alors que si j'avais le même niveau, qui est vraiment bon, mais que je me m'autorisais pas à me positionner, bah, j'aurais beaucoup moins de stature, quoi. Du coup, les gens, pour la raison pour laquelle les gens. Pourquoi est-ce que les gens ne ferment pas ces portes? Parce que ils apprennent de gens qui ont des méthodes datées. Ils apprennent, tu sais, d'anciens photographes qui ont commencé à percer dans les années 90. Et à l'époque, en soi, tu n'avais pas forcément besoin d'être positionné. Parce qu'avoir une photo, c'était déjà un truc bien, tu vois. C'était déjà un truc de ouf. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a un iPhone. Donc tout le monde a des photos de lui, en fait. Et du coup, il faut passer au-delà du fait de prendre des photos, mais il faut aussi apporter une solution aux problèmes des gens. Il faut savoir vraiment utiliser le vocabulaire des gens, comprendre la personne comme dans notre business d'accompagnement, en fait. Hmm. Ouais, pour projeter ça un peu sur notre business, c'est la même chose. C'est qu'en fait, si t'as pas de positionnement qui est clair, que c'est pas limpide quand on a sur ton profil qui tu es, à faire quoi et en combien de temps, en fait, on va juste, vu qu'on ne sait pas dans quelle case te caser, te mettre, bah, on va juste en mettre dans aucune et du coup t'oublier. C'est ça, Ce qui est bien, c'est que maintenant, en fait, quand on pense à Oscar, on se dit, putain, personal brand, quand je fais un séminaire, j'appelle Oscar, quoi. c'est ça. D'ailleurs, c'est trop marrant. Qu'est-ce qui se passe demain, mec? Séminaire de Lucas. Et je vais couvrir la journée, ça va être cool. Ça va être marrant. On va s'envoyer des coups de poing. Donc, si jamais tu te rappelles pas, Lucas Bricou, c'est un autre élève de Autobahn qui était passé sur le podcast il y a quelques mois, euh, qui demain, du coup, organise son premier séminaire. Dingue. Donc, à la base, je devais pas du tout le voir. À la base, on n'aurait pas dû faire ce podcast. Je venais à Paris et au moment où j'ai booké mes billets d'avion pour venir, il y a Lucas qui m'envoie un message. Il m'appelle. Il me dit, mec, t'es chaud à venir frapper tes petits-enfants? J'étais en mode, évidemment, en fait. Mais du coup, c'est samedi matin. Là, on parle, on est vendredi. Du coup, je repars samedi soir tranquillement dans ma Suisse. Mais ça va être marrant. Et même, j'ai hâte de voir le travail, les photos, même l'événement, comment il va se passer. On va voir si on peut donner une ou deux petites conférences. Ça va être riche. Euh, les, Ils vont avoir un joli retour sur investissement, je pense. Ouais. Ces, ces élèves. Ok, excellent. Et quand est-ce que tu as fait ce move de te mettre uniquement sur les entrepreneurs? Genre, qu'est-ce qui t'a donné le déclic de choisir ce marché-là et pas un autre? Écoute, c'est surtout l'autobahn. Parce que du coup, quand tu rejoins, tu sais, un groupe comme ça, tu rejoins pas que des connaissances et un espace communautaire d'un school, quoi. Mais tu accèdes aussi un peu à un nouveau monde. Donc j'ai pu découvrir des gens comme Yakin, comme Tristan, Lucas, etc. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des gens qui me ressemblaient, avec qui j'avais envie de bosser. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre des photos pour eux, quoi. En fait, tu raisonnes avec eux, donc en fait, ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un qui Voilà, est c'est ça. solide derrière et qui les comprend. Du coup, en fait, t'es le choix le plus direct. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Thaïlande, là, c'est exactement ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui va se passer là dans les prochaines semaines? Bah, l'autobahn va aller en Thaïlande. Peut-être que si tu regardes cette vidéo,
On sera en Thaïlande. En vrai, je sais pas quand ça sort. Je pense dans 1 ou 2 semaines. Mais Bon, on sera pas encore en Thaïlande, mais presque. on sera en train de se préparer. La valise sera Voilà. faite. Et du coup, on va aller en Thaïlande pour se bagarrer, faire de l'argent et faire du très très beau contenu. Ça va Ouais. être incroyable. Grave. Le but, c'est qu'en fait, les mecs puissent, tous les élèves puissent repartir avec du contenu de salopard, plus de vision et de clarté sur leur business, pouvoir avoir. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand tu es en vrai avec quelqu'un, tu ressens vraiment son énergie. Parce que à travers Zoom, c'est une chose, mais quand tu es vraiment avec la personne, rien que de voir la taille de la personne, c'est une chose. De sentir l'énergie, de sentir la présence de la personne. Ce qui fait que quand il te donne un conseil, c'est plus réel. Genre, si tu es en call Zoom avec quelqu'un et que tu écoutes pas, en vrai, c'est pas grave. Mais quand tu es en direct avec quelqu'un et que tu écoutes pas, en fait, ouais, Ça se ressent. ouais, exactement, ça se Mm. ressent et puis tu peux pas faire genre. Mm. Tu vois. Donc, ça qui est bien, c'est que derrière, quand tu donnes des conseils, quand je vois les élèves en réel, à chaque fois, je vois que les semaines et les mois d'après, ils ont encore plus de résultats. Parce qu'en fait, ils ont une vision beaucoup plus claire. En fait, il y a plein de micro-détails. Ils se disent, putain, Thibaut, il pense comme ça. Ah, c'est comme ça que je dois voir ça. Tu vois, tous les mini-problèmes chiants. Par exemple, admettons, tu viens de finir une vidéo YouTube, tu es dans le salon en Thaïlande en train d'exporter vers ton ordinateur. Et je te dis, tu fais quoi là? Tu me dis, ah bah je sais pas, je le télécharge, je me l'envoie par mail. Genre, non, mais fais pas ça. Genre, prends un disque dur externe, non, branche-le, fais le transfert, tac, en 2 minutes c'est fait, tout est plus simple. Et là, tu es en mode, ok, ouais. Ouais, c'est tous ces micro-détails qui sont, euh, qui sont importants et je- ça va être marrant. Et du coup, ce qui est cool, c'est que bah, tu vas pouvoir nous régaler aussi avec tout le côté photographie. Ça va être Ah, les stories, les couvertures de réel et tout, ça va être fou. là, ça va être un truc de salopard. On va encore mettre une distance en plus au marché français. Le Monopoly continue. Ok. Par rapport au contenu, j'ai envie qu'on plonge un peu là-dessus. Concrètement, c'est quoi comment dire, tes meilleurs conseils en contenu pour quelqu'un qui démarre? Pour quelqu'un qui démarre, c'est de pas se prendre la tête, surtout au début. C'est-à-dire, apprends à trouver des bonnes idées de contenu, apprends à créer du contenu qui va parler aux gens à qui tu veux parler. Mais ensuite, le but, ça va être vraiment d'exécuter, exécuter, exécuter et de pas hésiter à tabasser du contenu. Parce que vu que personne crée du contenu, ça paraît, ça paraît comme quelque chose de dur. Mais je sais que pour mon compte secondaire, qui s'adresse que aux entrepreneurs, du coup, pour la photographie. Attends, je sais plus ce que je disais. Comment est-ce que tu fais pour. Ouais, c'est quoi les conseils que Ah tu oui. donnerais à quelqu'un qui démarre? Ouais, voilà, du coup, à un moment, je devais créer du contenu pour les entrepreneurs, donc juste pour ma photographie. Et je me suis dit, OK, aujourd'hui, je fais 30 réels. Donc j'ai trouvé 30 idées, je les ai notées et j'ai tourné les 30 réels, je les ai montées et en une journée, c'était plié. Donc bien sûr, quand tu débutes, tu vas pas pouvoir faire 30 réels en une journée, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas se prendre la tête. Et dès que tu trouves une méta qui fonctionne bien pour toi, je pense qu'il faut savoir un peu forcer le trait, tu vois. Faut la spammer. Faut la spammer tant qu'elle s'épuise pas, tant que les gens ils ont pas marre de toi, Ouais. bah faut la spammer. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ah, mais j'ai déjà utilisé cette musique ou j'ai déjà utilisé ce plan. En fait, ce qui est trop bien avec Instagram, c'est que les gens, il y a une viralité, les gens s'abonnent facilement, mais ils t'oublient aussi facilement. Et quand tu reviens toujours avec des plans nouveaux, en fait, on n'arrive plus à savoir vraiment. On n'arrive pas à avoir cette encre avec toi où on se dit, ah, c'est ce plan, ce mec dans cet endroit. Alors que quand tu es toujours au même bureau, que tu as toujours la même lumière et que tu as toujours un texte qui est plus ou moins similaire, on arrive à s'attacher à toi. Je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est un gars sur Instagram que je suis depuis un petit moment et qui m'inspire pas mal. C'est un gars vraiment focus sur. Il aide les gens à scaler. Il s'appelle Timon Kriek, lui. Ah oui, le chrétien. Ouais, le chrétien, exactement. Le chrétien. Je pense que tu arriveras à peut-être voir au niveau de la caméra. Monsieur Mériguet, s'il te plaît, si tu peux faire un petit zoom, ça serait génial. C'est vraiment un boss, lui. Et en fait, lui, à chaque fois, chacun de ses réels, il est trop fort parce que il va à chaque fois mettre les mêmes, avoir des plans similaires. Et les mêmes textes aussi. Ouais, à chaque fois, c'est les mêmes. Bon, là, par exemple, c'est par rapport à. Mais à chaque fois, les plans sont similaires. Et, en plus, il a une qualité de salopard. Donc, en fait, il a vraiment masterisé le game. Et c'est souvent un mec dont je m'inspire pour faire mes contenus. D'ailleurs, c'est quoi la méta en ce moment au niveau contenu? Alors moi, j'ai trouvé une méta.
C'est écran noir avec une sorte de mème, mais vraiment très niché. Ok. Donc, par exemple, On va je voir sais ça. pas, je vais parler d'un modèle d'appareil photo, ou je vais faire une blague par rapport à la retouche et tout. Et full viralité, full prospect qui envoie des Ah ouais, DM. salopard, 226K, Et 15K oui, like, on rigole plus. chérie. J'ai trouvé la métal en ce moment, je Ah ouais, spam. ah, j'avoue. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux. Il y a un truc que j'ai compris récemment, c'est qu'en fait, tu peux littéralement reposter le même réel plusieurs fois. En réel d'essai, là. En réel d'essai déjà, mais même les posts. Les posts en ce moment, c'est très. C'est énervé. Et j'ai un gars que j'ai en inspiration que je t'avais déjà donné en privé. En fait, à chaque fois qu'il a un post qui explose, il va le reposter, genre peut-être un mois après. Et à chaque fois, il va fonctionner de la même manière et ramener encore plus d'abonnés Incroyable. et faire péter tout le compte en fait. Et en fait, c'est des moments où tu as réussi à trouver ces petites pépites. Faut pas se sentir mal de se dire ah je dois me renouveler. C'est souvent les gens. Le problème, c'est quand tu veux opérer dans le monde du business avec une mentalité académique, une mentalité scolaire, où tu te dis faut que je sois différent des autres, faut que je me démarque, faut que j'innove en permanence. Parce que tu vois, ce à quoi j'ai été conditionné moi quand j'étais au lycée par exemple, c'est que tu vas faire une dissertation en français. On te donne un sujet, genre le même sujet que tout le monde, et tu es censé venir avec une idée différente ou une approche différente. Alors oui, je comprends bien qu'il faille développer tes idées, et puis alors ça. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que que ça fonctionne dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas en innovant de nouvelles choses que tu fais de l'argent. C'est en reprenant ce qui marche déjà et en ajoutant quelque chose de plus à ta manière. Quoi. Surtout dans le marketing. Je sais pas si tu Ouais. regardes Coca-Cola, Ouais. ça fait peut-être 50 ans qu'ils font les mêmes pubs à Noël. Grave. Tous les ans, ça fonctionne, juste ils rajoutent un petit truc, mais en soi, c'est toujours la même chose, quoi. Les mêmes musiques. Last Christmas. À chaque fois, c'est les Pareil. mêmes musiques, le même putain de Père Noël, les mêmes trucs. En fait, il y a un truc qui fonctionne. Les ventes, elles skyrocket en permanence à ce moment-là. C'est frais, les gens aiment bien. Ça résonne avec le marché. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient et qu'ils mettraient par exemple une autre pub, une autre musique ou une autre folie? Faut pas mettre de la drill à Noël, quoi. Exa- Exactement, c'est exactement ça. Ah purée. Et du coup, ces abonnés qui arrivent, t'en fais quoi concrètement? Tu vois, tu as des 226K. euh, concrètement, ces abonnés, peut-être tu as 15 000 likes. Je pense que vu que c'est un mème, il y a peut-être moins d'abonnés. Donc peut-être que tu as, je sais pas, 500 personnes qui sont abonnées peut-être. Peut-être entre 100 et 500 Je personnes. pense, ouais. Concrètement, ces nouvelles personnes, comment est-ce que tu les accueilles? Qu'est-ce que tu fais avec elles et surtout en combien de temps? Alors déjà, dès qu'elles arrivent, normalement, elles ont des stories. Donc déjà, ça permet de les ancrer un peu dans mon univers, dans ma manière de voir la photo, le business, etc. Ensuite, il y en a beaucoup avec ce genre de post qui vont reposter dans leur propre story le post. Et du coup, ça me permet juste d'avoir un bouton sur lequel cliquer et j'ai des prospects en fait. Ouais. Genre, je réponds juste à leur story en réagissant un peu de manière personnalisée. Ensuite, j'ai des prospects. Donc, ça me permet en fait d'avoir ouais, une usine à prospects. Donc, j'essaie un peu d'engager avec tous ces gens-là, quoi. Mhm. Ok. Et du coup, donc ça c'est un truc pour toi aussi derrière ton écran. Concrètement, quand quelqu'un s'abonne à ton profil et qu'il revient sur sa page d'accueil, ta story, elle va automatiquement pop au tout début de ses stories. Et en fait, c'est un peu une sorte de test qu'Instagram fait. Ça veut dire que s'il clique dessus, c'est-à-dire que déjà ta photo de profil, elle est bien. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'un mec regarde une story, Instagram procède à un test. Est-ce que la personne like la story? Est-ce qu'elle interagit? Est-ce qu'elle reste longtemps? Est-ce qu'elle revient sur les stories? Est-ce qu'elle s'arrête pour pouvoir lire ce qui se passe? Si c'est pas le cas et qu'elle passe directement ou qu'elle swipe ou qu'elle part, encore pire, ou qu'elle quitte l'application, ça, c'est le pire du pire. En fait, elle va plus jamais te promouvoir et puis en fait, tu vas finir à Bagdad Dans les méandres. ouais, dans les méandres de l'application. Donc en fait, c'est important de savoir exactement comment communiquer une idée claire en story, apporter de la valeur, de la motivation, une émotion qui est positive et que le prospect recherche et qui te permet de se sentir compris et qu'en fait, de, permet de sentir des méandres de son esprit pour ne pas juste être un coach ou un mec en plus sur Instagram, mais vraiment être Oscar. Et du coup, comment est-ce que. C'est quoi ta méthode pour les stories, pour avoir une story qui est claire, qui est bien? Alors,
j'ai testé plusieurs méta, mais maintenant, c'est plus de la spontanéité. C'est-à-dire que je vais rencontrer peut-être un problème dans la journée ou je vais avoir une idée dans la journée. Et du coup, en story, je vais en parler et je vais aider mon prospect parce qu'il rencontre forcément le même problème. À 95% de chances qu'il rencontre le même problème que moi. Et une fois de temps en temps, je vais aussi rajouter des call to action. Si jamais le prospect rencontre un certain problème, il peut juste répondre à la story et on va en parler, quoi. Ouais. Généralement, quand on fait une story, le plus important, c'est vraiment d'avoir une idée, une story. Et ça, c'est la même chose pour tout. Les liens en bio, il n'y a pas de lien. Comment ça s'appelle déjà Linktree. Linktree. Ça fonctionne tellement pas. En fait, on se dit, c'est cool parce que tout le monde va pouvoir savoir ce que je fais. Le problème, c'est qu'en fait, quand le prospect n'a pas un chemin clair à suivre, Il en prend aucun. il en prend aucun. C'est exactement ça. Donc en fait, Linktree, ça dégage. Les stories avec 15 000 idées dedans et genre des pavés comme ça dedans, sans structure, sans couleur et sans envie, sans côté esthétique, ça dégage aussi. En fait, la seule chose qu'il nous faut, c'est une idée, un contenu, un réel, un post, une story. Donc en fait, ce que j'aime bien faire, et ce que tu fais aussi maintenant, c'est vraiment des fois faire peut-être, au lieu de faire une story avec full texte, tu fais peut-être 5 stories avec moins de texte, mais qui du coup sont plus digérables et qui vont plus hook le prospect. Et vu qu'il va finir une story, bah, en fait, Instagram va le considérer qu'il est fidélisé. Du coup, ça augmente tes vues de manière générale. Souvent, quand j'ai vraiment une idée à transmettre et vraiment un message, je vais faire ça comme ça. Ensuite, parfois, quand je dois juste faire, comment dire, une liste de conseils, par exemple, liste de choses à penser avant un shooting, je vais faire un peu une story à la Mathis Clouet. Je sais pas si tu vois comment il Mhm. fait. Genre, tu sais, il met un titre et il liste de manière très propre les choses à faire. Ouais. Je le suis pas trop, mais j'avais déjà vu ces stories, elles sont esthétiques, c'est pas mal. Et derrière les call to action, comment tu procèdes? Souvent, j'invite les gens à répondre à la story avec un mot précis. Ouais. Comme ça, ça leur permet de s'engager, quoi. Ok. Tu fais des fois les sondages? Ça m'arrive, j'en ai fait beaucoup pendant une période. Après, j'ai eu beaucoup moins de taux de réponse parce que j'en faisais trop. Du coup, maintenant, j'essaie d'en faire de manière un peu plus ponctuelle pour avoir un gros taux de réponse. Ouais. Ce qui est génial avec les sondages, c'est qu'en fait, tu peux scinder ton audience pour trouver l'avatar parfait. C'est-à-dire, si dans mon audience, ce que je peux faire, c'est par exemple poser la question, dire un truc du style, faire une première story en mode j'ai envie de savoir qui me suit. Ou tu vois, j'ai envie de savoir quel contenu créer pour les prochaines semaines pour pouvoir t'aider. Euh, Aujourd'hui, tu es, et par exemple, il y a marqué étudiant, salarié et entrepreneur. Et tous les mecs qui vont répondre salarié, je sais que ça va être mon prospect. Et en fait, vu qu'ils ont vu ma story, qu'ils ont interagi, je sais qu'ils sont extrêmement qualifiés, qu'ils me suivent sur YouTube, qui me connaissent bien. Du coup, quand je vais les prospecter, il y aura plus de résonance et ils seront plus enclins à booker un call avec moi et closer parce qu'en fait, ils sont déjà plus qualifiés et nourris par notre valeur. Les stories, c'est vraiment une mine d'or pour prospecter. C'est incroyable. D'ailleurs, quand tu prospectes, quelle méthode utilises-tu Alors, parfois, j'ai un pote qui prospecte pour moi. Ok. Donc, je lui ai expliqué comment on fait, je lui ai donné mon compte. Et du coup, bah, c'est lui qui le fait. Mais en ce moment, par exemple, il est en vacances. Donc là, c'est moi. Je prends mon petit téléphone et j'envoie une vidéo où bah, j'explique en gros pourquoi je suis là, ce que je fais et ce que je lui propose de faire pour la suite, quoi. Et ça fonctionne plutôt bien. La prospection gaussienne. C'est ça, la prospection gaussienne. Tu prospectes combien de gens par jour en moyenne? En ce moment, je pense que je suis à une vingtaine. Mais en ce moment, carrément, je fais plus de lead sourcing parce que j'ai juste les gens qui me repostent un story. Donc ça me permet d'avoir juste une usine à lead qui est directement là. Ouais. Lead sourcing, ça veut dire si jamais faire la liste des gens que tu vas prospecter pour ta session de prospection. Ok, donc full prospection gaussienne et puis ça, les calls sont bookés quoi. C'est ça. T'es à combien de calls par jour en moyenne? Alors j'ai fait une petite pause des calls au moment où j'étais en train de vraiment de full apprendre pour les objections. Mais en ce moment, je suis à peu près un call jour. Ok, donc 30 appels par mois quoi. C'est ça. Ok, la classe. Nickel. Donc là maintenant, des moments où le closing il est bon, on va remonter à 4-5K quoi. Facile, ouais. Ouais. Concrètement, en termes de revenus, là maintenant, là, tu génères 1 000 € par mois avec l'accompagnement parce que t'as diminué, ou bref, il y avait comment dire, une baisse de volume. Niveau photographie, tu tournes à combien par mois? Alors, je pousse plus du tout pour avoir des prestats photos parce que je me concentre vraiment sur l'accompagnement. Mhm. C'est des business que j'ai envie de faire scale, que je vois peut-être à plusieurs millions dans quelques années, tu vois. Mhm.
Donc, au niveau photo, je fais à peu près entre 1000 et 2000 aussi. Ok. Donc là, t'es plus ou moins vers 2-3 cas par mois, quoi. Ouais, c'est ça en gros. Ok. Et là, genre, t'es complètement libre, t'as aucune. Tu dois rien à personne, quoi. Je suis là. C'est C'est un stylé. mec chill qui fait sa vie. Et c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais au Oscar qui a démarré le contenu à l'époque? Fais-toi vite accompagner et n'aie pas peur de faire des calls aussi. Parce que au début, ça fait vraiment peur d'arriver avec un inconnu et de devoir lui proposer un truc payant. Mais au final, c'est la seule manière que tu as pour changer sa vie. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'un call, il y a très peu de chances qu'il passe à l'action, même presque zéro. Et en soi, il n'y a que les produits à étiquette qui peuvent réellement changer la vie de quelqu'un. D'après toi, c'est pour quelle raison, ça? Bah, il y a deux raisons à ça. C'est premièrement juste le produit en lui-même. Vu qu'il y a un vrai accompagnement, une vraie structure, etc., tu as beaucoup plus de chances de changer sa vie. Mais il y a aussi le côté plus psychologique et pas technique, où la personne va mettre beaucoup d'argent et donc beaucoup d'engagement dans le processus de changement, quoi. Ouais. Vu qu'il s'est investi, il doit se dire, putain, j'ai mis 1000, 2000, 3000, 4000 balles. Je peux pas, je peux pas me toucher là. Il faut que j'avance, quoi. Ça, même moi, quand j'ai rejoint l'autobahn, bah, c'était tout mon argent, tous les mois que je mettais dans l'autobahn. Ouais. Donc j'avais juste pas le choix de faire des sous et de prendre ça au sérieux, quoi. T'avais les 4000 € d'un seul coup. Non, j'avais fait un plan, je crois que c'était en 3 fois. Ouais. 1333. Et comment tu t'es senti parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se dire non mais moi j'aime pas m'endetter. Ils croient qu'ils s'endettent quand ils sont. Concrètement, c'était quoi ta pensée par rapport à ça? En vrai, j'ai toujours eu cette mentalité où je sais que plus tard, je vais vraiment générer beaucoup d'argent. Donc pour moi, les 3 4 cas que j'avais posés à l'époque, c'était rien du tout et c'était juste le processus. J'avais pas du tout d'attachement par rapport à ça. Je me souviens qu'en plus, j'avais même pas pu faire le paiement à la fin de l'appel. Donc on a quitté l'appel, tu as dû te dire que c'était peut-être un prospect perdu. On avait fait un acompte ou pas? Même pas. Ok. Même pas parce que j'avais vraiment pas d'argent sur mon compte à ce moment-là. Et je devais vendre des actions en bourse que j'avais prises pour te payer. Et le lendemain, juste, je t'ai envoyé tes sous parce que pour moi, c'était une décision tellement rationnelle en fait. J'avais même pas besoin d'être dans l'émotion ou quoi pour la prendre. Ouais. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que les décisions émotionnelles sont moins bonnes que les décisions rationnelles? Je pense pas parce qu'avec une décision émotionnelle, tu auras peut-être besoin d'être moins, entre guillemets, courageux ou aware dans Ouais. ton essence. Tu vois. C'est-à-dire qu'avec une décision émotionnelle, tu peux juste prendre la bonne décision parce que l'autre sait que c'est la bonne décision pour toi et dans sa frame, tu prends la décision. Alors là, tu viens de créer un déclic. Parce que j'avais cette pensée de me dire, je sais que moi je suis quelqu'un de très émotionnel quand je prends des décisions. Quand j'ai lâché 36 000 balles à Charlie Morgan, c'était full émotion. Il y avait le côté rationnel parce que je savais qu'il faisait cet argent et je savais qu'il avait mes intérêts à cœur. Mais il y avait ce côté émotionnel où je suis pas là en train de me poser, voir les calculs, voir les comptes. Ce qui fait que, ok, il y a 1 ou 2 mois où j'ai fini à genre 200 balles sur mon compte. Tu vois, genre en février, quand le paiement il est passé, j'étais en mode waouh, là je suis dans la merde. Genre, faut que je fasse du cash. Mais très souvent, t'en appelles avec des prospects, ils disent, comment dire, ils te disent, là je sens que je suis un peu trop chaud émotionnellement, je préfère redescendre et prendre une décision vraiment rationnelle et être sûr que c'est la bonne décision. En fait, sur le plan, dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Parce que, voilà, t'es devant, je sais pas, devant une PS5, devant, je sais pas, le nouveau FIFA. Oui, c'est une décision émotionnelle de prendre FIFA. Mais quand t'as un gars qui veut vraiment t'aider, qui a déjà accompagné des dizaines de personnes, des centaines de personnes dans le passé, qui a déjà apporté des putains de résultats, qui a fait des gros podcasts avec tout le monde, et à qui tu viens de passer plus d'1 heure où il t'explique exactement comment il peut t'aider et qui pense vraiment qu'il peut le faire, là, en l'occurrence, l'émotion doit surtout te guider et pas seulement ne pas être un frein, quoi. Ouais. Et t'as nommé ce que je voulais, ce que j'arrivais pas à comprendre depuis un moment. Ça me régale. Oui. Après, ouais, c'est ça, c'est juste. Est-ce que toi, ton rationnel, il a des burnes en fait? Parce que moi, je suis dans le dev perso depuis vraiment longtemps, tu vois, depuis que je suis assez petit, je m'intéresse au sport, au dev perso, j'essaie de développer mes compétences et tout. Donc, avec le temps, j'ai développé quand même un rationnel Il y a qui des a des balls. burnes, tu Ouais. vois. Genre, j'ai pas peur.
Si demain je dois m'endetter sur 3 ans, mais que je sais que c'est pour la bonne cause, je vais le faire. Maintenant, la plupart des gens qui vont se retrouver dans ton contenu et en call avec toi, ils n'ont pas tout ce parcours avant. Donc en fait, ils ont besoin de passer par l'émotion pour prendre la bonne décision, je pense. Est-ce que ton rationnel il a des burnes? Putain, est-ce que ton rationnel il a des burnes, toi? Waouh! Ça, c'est pas mal, ça. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Tu sais, il y a le toi émotionnel, le toi rationnel. Est-ce que le toi rationnel a des burnes? Et je pense que tu vois, les burnes, elles viennent aussi de savoir ce que tu veux. Est-ce que ta situation actuelle te plaît? Oui ou non? Et si elle te plaît pas, à quel point? Et est-ce que ce à quel point justifie le fait que tu lâches, par exemple, 4 000 € pour rejoindre un programme? Parce qu'au final, c'est. Comment est-ce que tu. Est-ce que tu avais déjà investi en toi avant Autobahn? Hmm. À part du coup dans mon matériel photo, dans l'autoroute et dans quelques petites formations, mais à 30 balles, j'avais jamais fait un vrai pas comme ça où je dépensais plus de 3 chiffres dans un infoproduit, entre guillemets. Ouais, ok. Et concrètement, quand tu l'as fait, est-ce que tu en as parlé à tes parents, à d'autres personnes dans ta famille ou... Ouais, je dis direct à ma mère que le lendemain, j'allais mettre 3K dans un accompagnement et que c'était tout mon argent. Elle m'a tout de suite dit, mais non, c'est bête. Je sais que tu as des objectifs dans le business depuis toujours, mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais qu'il y a des résultats? En soi, moi, la décision était déjà prise. Donc, Est-ce que tu peux pas le faire tout seul, trouver une solution? tu peux lire des livres. Mais moi, en vrai, ma décision était déjà prise. Elle était tellement rationnelle que peu importe ce qu'elle me disait. Ouais, complètement. Et c'est quoi la partie qui t'a le plus aidé dans le programme? Est-ce que c'est les coachings? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la communauté, l'accès à moi? Qu'est-ce qui t'a aidé le plus au moment où tu étais vraiment en lancement? Parce que actuellement, ce qui est bien, c'est que, mec, genre, je t'ai pas vu en coaching tribal depuis peut-être 3 mois. Peut-être. Et en fait, t'es complètement indépendant, quoi. Et ça qui est cool, c'est que tu fais ton chiffre, tu vis ta vie. Quand t'as une question, tu viens me poser, tu viens me la poser. Mais concrètement, quand tu t'es lancé, quand t'avais vraiment besoin d'être encadré, et d'avoir la structure, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? C'était les coachings? Ouais, c'était quoi exactement? C'était le coaching et aussi avoir toi qui est là pour prendre, me prendre sur tes épaules et déléguer ma confiance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, je voulais pas du tout faire des vidéos sur YouTube. Et un jour, tu m'as dit, bah, ce soir, il y aura une vidéo postée sur ta chaîne. Donc j'ai posé mon téléphone et je me suis forcé à la tourner. La vidéo, elle est catastrophique, hein. Je sais pas quoi dire, je bégaye et tout, mais au final, tu m'as permis en fait de tout le temps passer à l'action et de plus me poser de questions. Ouais, créer les répétitions pour que ta confiance puisse se reposer dessus et qu'en fait tu puisses continuer tout seul, C'est quoi. ça. Ouais, c'est bien le thème endetté. En fait, en fait, tu m'as juste emprunté de la confiance Mhm. que tu as mis pour créer l'action. Et en fait, ça t'a rendu parce que tu as réalisé que tu n'étais pas mort. Que certes, la vidéo n'est pas bien, mais que tu sais que ça perfectionne avec le temps. Et qu'au final, c'est que le volume qui va te permettre de grandir. Concrètement, c'est quoi tes objectifs là, pour les prochains mois? Avant 2026, là. Avant 2026, Histoire qu'on s'énerve un petit peu, là. écoute, déjà, c'est vraiment ne plus avoir ce problème d'objection. Donc, faire monter mon taux de closing, je pense, à 30%, ça serait pas mal. T'as combien là? Je pense que je suis à 2, un truc Ok. catastrophique comme ça. Donc là, c'est la merde. Ouais, c'est la merde au niveau du closing. Juste si jamais, là actuellement, en gros, tu as 3 coachings de groupe par semaine dans l'autobahn. Il y en a un tous les jeudis qui est focus uniquement sur la vente. C'est-à-dire que quand tu as un problème d'objection, je vais te montrer ça. Tu as vu la deuxième vidéo, les mines Ouais, antipersonnelles? Tu as vu le formulaire à la fin? ouais. Concrètement, à chaque fois que tu as une objection qui marche pas, prends ce formulaire et viens en appel avec moi. Comme ça, moi, je peux directement analyser ton call et te dire exactement ce que tu vas faire pour ne plus. Là, je viens de lâcher Oh. un. Ouais. Pour ne plus jamais avoir cette objection en appel. Parce qu'en fait, souvent, en fait, c'est comme si tu faisais le même sparring avec le même mec et que tu te fais éclater de la même manière à chaque fois. C'est-à-dire que si tu sais pas comment défendre son uppercut, tu vas toujours ramasser son uppercut. Donc moi, ce que je t'apprends à faire, c'est vraiment, on va revenir dans l'appel et l'analyser concrètement pour que tu puisses savoir comment traiter l'objection. Savoir Ok. si l'objection, c'est genre la qualification du prospect, savoir si c'est le produit, le pitch, le fait qu'il ne se sente pas écouté, qu'il ait peur. Qu'est-ce qui fait d'habitude dans tes calls que ça fonctionne pas? Alors, jusqu'ici, c'était vraiment le je dois réfléchir. J'essayais de le casser pendant peut-être 1 minute, mais en front. Tu
Ouais, j'essayais pas de passer. Pourquoi tu réfléchir? Pourquoi Ouais, tu c'est ça, réfléchis? pourquoi tu dois réfléchir? Il n'y a pas besoin de réfléchir et tout. Et donc, au bout de 5 minutes, j'ai lâché. Je disais, ok, tranquille, je te laisse jusqu'à mercredi. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et aujourd'hui, depuis que j'ai regardé le module, j'ai eu que 2 calls. Et une fois, c'était vraiment un gros problème d'argent. Le mec avait zéro sur son compte, zéro. Ok. Et il était super chaud de rejoindre, mais il avait vraiment zéro, zéro, zéro. Donc, bah, je pouvais juste pas le prendre, quoi. Et aujourd'hui, c'était le problème des parents parce qu'il était vraiment jeune. Ouais. Et vraiment, il était mineur? Ouais. Ok. Ouais, quand il est mineur, malheureusement, c'est plus compliqué. Moi, je demande que la personne ait au minimum 18 ans pour pouvoir s'engager. Parce que même légalement, tu as certaines obligations. Genre, si tu as envie de signer un mineur, ce que tu dois faire, c'est que tu dois avoir normalement les parents qui sont présents à l'appel avec toi. Souvent, c'est même eux qui vont financer. Des fois, tu as des exceptions. Il y a des mecs qui n'ont pas dit qu'ils étaient mineurs parfois. T'en as qui il n'y a pas de règle pure et dure pour ça. Donc moi, généralement, ce que je recommande, c'est de prendre tous les appels et de voir que ça donne. Et si tu vois que les gens ne sont pas forcément qualifiés, bah, tu Non, c'est de pars la au bout du data de milieu. toute façon. Grave. Moi, j'ai pris des appels ténébreux, hein, des appels avec des gens au Togo. Ah, tu les prends ceux-là? Avant, je les prenais, je les prends moins parce que Ouais. c'est compliqué. Même au niveau de la connexion, souvent, c'est. En fait, si tu veux, je pars du principe que quand je vois un numéro de téléphone qui provient d'Afrique, j'annule directement le call en disant que je bosse pas en dehors de l'Europe. Pas parce que je les aime pas, mais juste parce que je sais qu'ils seront pas solvables au niveau de l'autobahn. Donc quoi qu'il se passe dans cet appel, au final, on pourra pas bosser ensemble. Ça m'est déjà arrivé, tu as un appel avec le mec, il dit qu'il vient du Congo, ou je sais pas d'où il vient. Tu annonces le prix, il te dit c'est combien en francs CFA. Oh là là. T'es en Ce mode moment-là, tu sors la calculatrice. 600 millions. 600 millions de francs CFA. Il dit ah, bah non. Bah, t'es en mode bah écoute, dommage. Donc en fait, vu que tu sais que tu vas jamais les closer, bah, tu les gages direct et en fait tu prospectes, tu retournes à la chasse. Par contre, quand c'est un plus 41, Ah, Suisse. ah oui, il est plus Ah, le 40. plus 41, Ah, il régale. Hein. incroyable celui-là. Purée, récemment, j'ai eu un numéro israélien. Voilà, pareil, ça doit régaler. Hein. Au niveau Ah, des c'était sous. cool. Mais c'est un mec qui savait ce qu'il voulait. Samuel, si tu passes par là, c'était un plaisir. Il savait ce qu'il voulait et puis en fait, il était. Mais j'avais jamais eu de numéro. C'est un plus 972. Wow. Ça doit faire peur au début. Tu te dis, oula, c'est Ouais. où ça? Plus 971, c'est Dubaï. Donc je connaissais ce numéro. Et que je vois plus 972, je me dis que c'est quoi? C'est le Koweït, c'est le Qatar. Abu Dhabi. Il y a un Émirati qui qui prend automatique. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'était un Français qui habite en Israël. Donc très sympa. Et en vrai, ce qui est bien, c'est que concrètement, tu peux aider tout le monde sur Terre. C'est trop stylé. C'est qu'en fait, que le mec soit en Thaïlande ou ici, il peut participer au coaching, il peut appliquer les strats et puis avoir des résultats de salopard et prendre sa liberté, quoi. C'est ça qui est top. Et en fait, ouais, je pense que ce qui va être vraiment cool, c'est pouvoir voyager avec tous les gars de l'autobahn. Ça va être, Ça va être une dinguerie. ça va être une folie. Purée. Est-ce que toi, tu as des. Admettons que, tu vois, il y a un mec qui regarde cette vidéo là maintenant, qui a envie de prendre l'autobahn, d'être rentré là-dessus, se faire accompagner, mais qui n'a pas encore osé faire ce pas, qui n'a pas encore eu ce déclic ou qui n'a pas encore. Tu vois, il a cliqué sur le lien en bio, il a regardé la vidéo, mais il n'a pas pris d'appel. Tu vois, il a peut-être un peu peur. Tu lui dirais quoi à ce mec? Franchement, je lui dirais de le faire. Et enfin, je sais pas, pour moi, c'est juste trop logique de le faire. Genre, si tu sens au fond de toi que la création de contenu, ça peut être relativement aligné avec toi et que t'aimes bien cette personne, t'aimes bien cette personal brand, bah en soi, tu prends un call et t'y vas, quoi. Je sais pas, il y a pas de. Je sais pas, je trouve pas d'argument pour convaincre parce que pour moi, c'est trop logique, quoi. Alors, tu veux ça, ben prends-le, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Faut pas que tu mettes beaucoup plus d'attache émotionnelle que n'importe quelle prise de décision dans ta vie en soi. C'est juste 3 4 c'est 4 cas, c'est ça? C'est juste 4 cas. Pour mais l'instant. Ouais. Pour l'instant, peut-être que bientôt, ça sera 20 cas. On sait pas. Pas 20, mais je sais que ça peut monter dans le futur. En fait, tu vois la qualité des modules qui est sortie. Mhm. Genre les vidéos de. Elles font combien de temps les vidéos, mec? 2h54. Je m'en souviens très bien. Putain. Tu l'as regardé quand? Une fois, la première, j'ai regardé dans le train. Donc, je suis sorti du train en zombie avec le cerveau brûlé.
Et la deuxième fois, j'ai regardé dans la semaine, là, en matin. Pareil, tu finis le cerveau brûlé, mais t'as appris des trucs. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu peux l'appliquer directement. Mais tu vois, c'est ce genre de qualité que je veux refaire dans tout l'autobahn. Là, maintenant, les vidéos sont déjà longues. Et l'idée, c'est. Oui, oui c'est cool d'avoir un truc court, mais moi, ce qu'il me faut, c'est que j'ai envie d'avoir des mecs qui sont indépendants. Donc, quand il y a une information qui rentre dans ton crâne, elle y reste pendant les prochaines décennies à venir et que tu peux appliquer encore et encore, quoi. Mais ouais, en tout cas, je leur dirais juste de pas y mettre trop d'attache parce que même si tu dépenses 4, 6K, si c'est un métier qui va durer plusieurs décennies, est-ce que dans 20, 30 ans, quand tu auras nourri tes enfants, etc., grâce à ce métier, je pense pas que tu vas regretter d'avoir investi 4 ou 6K, quoi. C'est rien du tout. Ouais. C'est des centimes. Ouais, en fait, en plus, t'es rentré en juin l'année passée et en janvier, tu faisais tes 5K, quoi. Mhm. Putain, machine de guerre. En fait, c'est ça qui me drive le plus, c'est de pouvoir aider les mecs qui en veulent, qui veulent bouffer le monde, à pouvoir vraiment avoir une vie sur mesure qui leur plaît. Euh, ok, c'est excellent. C'est quoi le plus grand paradigme, le changement de paradigme que tu as eu cette année? Hmm, Je pense que c'est le fait de... Changement de paradigme. Je pense que c'est vraiment le paradigme, entre guillemets, d'abondance. C'est-à-dire d'être déjà ce que tu vas devenir. Tu vois. Avant, j'avais beaucoup cette mentalité américaine du hustle. Faut travailler tous les jours, très dur. Tu dois être frustré dans ta situation. Tu dois pas être heureux d'avoir ce que tu as aujourd'hui et tout. Alors qu'aujourd'hui, je suis déjà content parce que je sais que je suis déjà le Oscar qu'a un yacht. Tu vois. Juste, il a besoin de compétences en plus. Il doit show up every day. Ça, c'est vrai. Tu vois, je dois travailler tous les jours pour mes objectifs. Mais je suis déjà content en soi. Ouais. Si t'es pas heureux avec un café, tu seras pas heureux avec un yacht. C'est ça. Ouais. T'as lu Outsmarting Reality? Non. Tu connais? Je connais deux noms, mais je ne l'ai pas encore lu. Ah ouais. Là, c'est ta to-do list aujourd'hui, mec. Vraiment, commencer à lire ce livre. Et genre, même toi, là, derrière ton écran, Outsmarting Reality. C'est un mec qui s'appelle Nero Knowledge. Je sais pas si tu le suis sur YouTube. Ce gars, c'est vraiment celui qui te fait comprendre que. C'est celui qui m'a fait comprendre que tout ce qui était fréquence d'attraction, oui, il y a ce côté ouah très marrant, mais en fait, c'est un côté très concret aussi. Parce qu'en fait, il y a notre réalité, et dans ce qu'on t'apprend généralement, c'est la loi de l'attraction. Donc tu vas prier pour que les trucs tombent du ciel et que je vais devenir riche, je vais devenir beau, je vais faire des affirmations, on fait du journaling, etc. En fait, ce que lui permet de faire, c'est de lier ces deux choses par des choses très concrètes. En fait, qu'est-ce que c'est que de l'attraction? C'est des fréquences. Ces fréquences vont, par exemple, la fréquence de Oscar qui génère 10K par mois. Tu te mets sur cette fréquence-là. Je génère 10K par mois, je suis complètement libre, j'ai vraiment le stripe qui explose. Ok. Vu que tu es ce mec-là, tu vas avoir l'intuition de ce mec-là. Du coup, tu vas avoir les sortes de. Il appelle ça les mental nudge, une sorte de dérangement mentaux, les petites voix qui vont te permettre de prendre des actions, des décisions et derrière de pouvoir avoir la réalité que tu veux. En fait, c'est vraiment. Il te montre exactement comment, littéralement, manifester, mais surtout commencer à incarner ce que tu veux vraiment. Pour avoir ce que tu veux, tu dois déjà être ce que tu veux. Et, et en fait, c'est juste. En fait, on croit que l'univers nous arrive, mais la réalité, c'est qu'on arrive à l'univers. Et là, on peut se dire, ok, Thibaut, je comprends, c'est génial, t'es bien sympa, mais comment est-ce que je fais pour monter à. Comment est-ce que j'ai appliqué ça, par exemple, pour monter à 100K? Je sais que les 100K, je vais les avoir avant la fin de l'année, c'est clair et net. En fait, je me suis demandé, ok, j'ai déjà 100K. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que je fais tous les jours? En fait, là, maintenant, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est pour ça que le mec qui fait 100K par mois, il n'a pas peur de lâcher 30 000 balles pour se faire accompagner par un mec qui en fait 1 million par mois, tu vois. En fait, souvent, on peut se dire, non, mais je vais manifester et puis je vais l'avoir. Sans comprendre qu'en fait, la manifestation sans action, c'est juste de la branlette. C'est la loi de l'action. Donc, en fait, je suis déjà ce mec-là. Ce mec-là, il a certaines compétences. Ok, donc il faut que j'arrive à acquérir ces compétences via les livres, via les podcasts, mais surtout via des accompagnements. Et je pense que la plus grosse erreur des autres personnes, des gens, c'est de vouloir tout faire par eux-mêmes, comme si c'était eux la clé de tout. Alors qu'en fait, des fois, tu ne mérites juste pas les choses. Ouais, puis
Bien sûr, tu vas devoir faire les choses par toi-même. C'est-à-dire que c'est toi qui vas devoir travailler tous les jours. Ouais. Mais avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, qui t'évite de te prendre tous les murs de con, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est la vie avec un cheat code, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, peu importe ce que tu fais, bah, il te remet toujours sur le droit chemin. C'est comme quand tu joues à Mario Kart, tu tombes, bah, t'as le mec qui te ramène, qui te reprend sur la piste et qui te permet de continuer à avancer, quoi. C'est exactement ça. Et c'est quoi la principale leçon que tu as apprise avec moi, que tu as appris avec moi et que tu aimerais partager avec ceux qui envisagent de se lancer? Je pense vraiment que c'est le tu vas pas mourir. Avant, je mettais un peu trop d'attache à des actions que j'allais faire en public, tu vois, sur YouTube, sur Instagram, me mettre à mettre beaucoup de messages, entre guillemets, marketing dans mes stories, etc. Au début, j'avais beaucoup de friction à faire ça parce qu'il y a des gens qui vont te juger, les gens de ton ancien entourage, ils vont un peu se foutre de ta gueule, les gens sur YouTube, il y en a peut-être qui vont critiquer, etc. Et en fait, se rendre compte que c'est juste le process, c'est OK. Et s'ils se moquent, c'est qu'ils ont sûrement des bonnes raisons de le faire, mais moi, je vais pas mourir et c'est mon chemin, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, bah, tu vois, un business, c'est un peu comme avoir un nouveau-né, un enfant. C'est qu'en fait, si tu es au début de sa vie, genre qu'il vient de naître, et que tu le prends et que tu vas le montrer à tout le monde, bah, ton enfant, il va avoir froid, il va être malade, il va peut-être mourir. Ton business, c'est pareil. Quand tu viens de le démarrer, que tu viens de créer ton premier réel et que tu le montres à tout le monde, bah, tout le monde va toucher ton projet. Ils vont dire, ah, mais faut pas faire ça comme ça. Est-ce que tu es sûr? Pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est la honte. Tu vois, ils vont te projeter leur propre virus qui les empêche de faire ce qu'ils veulent vraiment. Ce qui fait qu'en fait, ils risquent de tuer littéralement ton projet. Et bah, généralement, la majorité des business, ils durent une semaine, et puis après, ils s'arrêtent parce que en fait, les gens sont bouffés par leur entourage, ils ont peur de la vie de leurs parents là-dessus, ils ont peur de tout, ce qui fait qu'en fait, ils ont juste peur de la mort. Donc ouais, hein, grave, tu vas pas mourir. Ça, tu vas pas mourir. Moi, quand j'ai posté mes premiers réels, j'étais encore à l'université. Donc, tu arrives dans un amphi de 80 personnes qui font ah ouais, l'influenceur, ah, tu Ah, crées du contenu. ah ouais, tu nous fais Et l'influenceur, hein. au final, tu meurs pas et tu deviens libre. Donc, c'est rentable. Ouais, purée. Et si tu avais un mot pour définir ton ancienne vie et un mot pour décrire la nouvelle, ce serait quoi? L'ancienne, je dirais que c'est ambition, parce que j'ai toujours eu de l'ambition. Donc, en soi, ça n'a pas changé. Mais maintenant, c'est vraiment action. C'est-à-dire que j'ai appris à agir tous les jours pour ne plus juste avoir l'ambition dans mon esprit, mais pour essayer pour la manifester dans le monde réel, pour imposer la version que je serai plus tard au monde. C'est-à-dire que je sais déjà que j'ai déjà une Ferrari, tu vois, j'ai déjà une villa. Maintenant, je suis obligé d'être là tous les jours pour que le monde l'accepte, quoi. Ouais. Pourquoi tu veux ces choses-là, toi? C'est drôle. Je trouve ça vachement drôle, les voitures. Et en soi, avoir une belle maison et tout, c'est juste un confort que j'estime mérité. C'est-à-dire que j'en ai pas besoin, parce que j'ai déjà vécu dans des tentes et tout à la montagne. Donc, je peux vivre sans confort. Mais j'estime que je vais suffisamment impacter le monde pour mériter tout le confort du monde, quoi. Ouais, tu donnes tellement qu'en fait, c'est normal que le monde te le rende, quoi. Ouais, c'est ça. Tellement travaillé, tellement développé mes compétences. Et très vite, c'est vu ma vie comme un jeu vidéo où il n'y a rien qui est fatal et tout peut se développer, tu vois. Qu'au final, je mérite de récolter beaucoup de choses, quoi. Grave. Tu donnes 3K à Robin, tu récoltes la beauté, tu récoltes un bon physique. Enfin, c'est Ouais, juste comme ça, la vie, c'est un jeu vidéo et il faut développer les compétences. grave. Robin Dupuis, si tu passes par là, mec, notre cher ami, le salopard originel. C'est ce qu'il a fait, ce malade mental. Il a lâché 400 boules pour être dans la salle de Mayweather à Dubaï. 400 balles par mois. Mais c'est marrant, mais vas-y, c'est bête, mais c'est marrant. J'ai trouvé ça drôle. Mais ouais, non, Robin, un sacré G qui nous a tous beaucoup changé. Je vois tes progrès aussi quand il met des témoignages dans le niveau physique. Tu commences à avoir un physique de colosse, là, c'est mignon.
Concrètement, qu'est-ce qui te. Quand je te demandais pourquoi tu veux des voitures et pourquoi tu veux ça, je te pose la question parce que, tu vois, j'ai eu longtemps cette réflexion moi-même de me dire est-ce que je me prends une voiture. Parce que j'arrive gentiment en phase où, ah, tu vois, quand tu fais 10, plus de 10K, l'argent commence à stacker assez vite et tu te dis, en vrai, je peux le dépenser. Et tous les trucs qui sont chers pour les autres, ouais, pour moi, c'est. Je peux le gagner en un mois, ou deux, ou trois. En un trimestre, je peux me payer une voiture. Et tu vois, tu te dis, en fait, qu'est-ce que je veux combler comme manque avec ces choses-là. Toi, c'est quoi, tu dirais, le moteur plus deep qui t'a poussé à avoir cette ambition? Le moteur qui m'a poussé à avoir cette ambition, c'est excellente question. Je sais pas. En vrai, je pense que c'est pas quelque chose que j'arriverai vraiment à verbaliser comme ça. Mais je sais pas, j'ai grandi, tu sais, seul avec ma mère, sans mon père. Et j'ai toujours eu accès en fait à deux mondes. Genre, j'ai tout le temps grandi dans des endroits où il y a des gens super riches et des gens super pauvres. Genre, j'ai vécu à Paris, tu vois. À Paris, tu as l'Île-de-France, où globalement, où il y a la misère et tu as les gens en même temps les plus riches du monde, tu as des milliardaires, etc. J'ai vécu en Mauritanie. Donc moi, j'étais un expatrié. Donc en Mauritanie, j'étais super riche. En même temps, tu voyais vraiment la plus grande misère du monde. Et je me suis toujours rendu compte que j'avais une place qui pouvait me permettre d'accéder au top. Donc pourquoi pas moi, quoi. Ok. Et c'était quoi ton déclic pour commencer à créer du contenu? En fait, dans tout dans la vie, j'estime que tu peux avoir des fondations qui vont tout faciliter. Par exemple, je sais pas si tu as une bonne éducation de tes parents, dans ta vie pro, dans ton business et tout, ça va t'aider. Et j'ai vu par expérience que avoir un Instagram ou un YouTube avec beaucoup d'abonnés, peu importe ce que tu vas faire après, c'est quelque chose qui va t'aider. Et vu que je savais que plus tard je voulais faire du business, je me suis dit, je- j'avais acheté 2 euros Sprint et juste commencé à créer du contenu parce que je me suis Bien un dit, café. je crée des bonnes fondations pour plus tard. Et au final, ça a payé parce que je suis arrivé dans l'autobahn avec déjà une base d'abonnés et je savais déjà créer du contenu, donc ça m'a aidé, tu vois. Ouais. Ouais, complètement. En fait, tu avais une sorte de potentiel de malade qu'on a juste pu utiliser comme levier et te faire avoir des résultats plus rapidement, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, Ouais. j'ai juste créé du contenu parce que j'avais des trucs à montrer. J'avais déjà ma passion et je me Qu'est-ce dis, qu'il faut pour créer du contenu? Est-ce qu'il faut absolument être un expert intouchable? non, en vrai, il faut juste en créer parce que peu importe là où tu es, tu as des choses à raconter. Si tu as des problèmes, tu peux raconter tes problèmes. Si tu as de l'expertise, tu peux montrer ton expertise en même temps raconter tes problèmes. Enfin, il n'y a pas de position où tu peux pas créer du contenu, à part peut-être si tu es sourd-muet. Et encore, même là, en soi, tu peux trouver des moyens de créer du contenu. Ouais, grave. Tant que tu as deux bras, deux jambes. Même là, en soi, il y en a qui arrivent à taper sur un ordinateur avec leurs yeux. Ouais. Donc en soi, il n'y a pas trop de raison de pas J'ai- créer du contenu, quoi. J'étais dans un camp tous les ans. Si tu veux, je pars en pèlerinage Ah oui, à Lourdes. à Lourdes, exactement. Ok. Et en gros, c'est une semaine entière où euh, tu dois t'occuper d'un malade. Un mec qui a moins de chance de ta vie, donc qui est handicapé, qui est peut-être trisomique, qui a une vie qui est vraiment difficile. Pendant une semaine, il est complètement à ta charge. Du réveil jusqu'au moment où tu vas dormir, tu es avec lui, tu manges avec lui, tu vas avoir le café avec lui, tu fais des blagues avec lui, tu fais le con avec lui. Et en fait, à chaque fois, ça me met la même claque, c'est me dire putain, mais qu'est-ce qu'on a de la chance, mec. Alors quand tu vois ces gars qui. En fait, ce qui me fascine le plus, c'est que quand tu vois un mec qui est handicapé, par exemple, qui a plus du tout accès à son corps et qui peut juste se guider avec sa bouche, c'est un qui peut avancer, reculer avec leur siège, grâce Ouais, à. Ouais, exactement. Tu te dis putain, genre qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Pourquoi est-ce que je peux pas me bouger plus? Genre si lui, il arrive à continuer à être heureux et à se donner, qu'est-ce qui, moi, me retient de pouvoir continuer et avancer encore plus loin? Genre, c'est quoi mes limites là? C'est tellement con. Et même, tu vois, être heureux. En fait, on réalise pas la chance qu'on a, je pense. ouais. Et puis même, c'est pas parce que eux ils ont des limitations qu'ils en font moins que nous. Genre, ils en font souvent plus que nous. Je sais pas, tu penses à. Bon, je vais prendre l'extrême, mais Stephen Hawking, Ouais.
Le mec, il était sur une chaise roulante, il pouvait même plus parler et tout. Et il te rédigeait des livres qui sont toujours révolutionnaires dans le domaine de l'astronomie. Pas astrologie, c'est le mauvais mot, mais dans l'astronomie et tout. C'est le mec, il avait une connaissance que personne, même parmi les valides, n'arrive à toucher, quoi. Ouais. Donc en soi, il n'y a vraiment pas d'excuse. On a de la chance d'avoir un corps et un cerveau qui fonctionnent bien. Donc en soi, on peut faire tout ce qu'on veut. Ouais. C'est des moments où tu sais réfléchir, t'as deux mains, t'as deux jambes, tu sais. Genre, généralement, si t'as un job qui est un peu stylé, que tu gagnes entre 1005 et 2005 par mois, c'est que t'es déjà un mec assez smart pour avoir un business. La difficulté, c'est de se dire, ok, ce business, est-ce que je suis prêt à être moi-même responsable de ma propre vie? C'est ça le plus difficile, c'est d'être capable de prendre ses responsabilités. C'est quoi qui t'a appris à te dire que... Qu'est-ce qui t'a fait réaliser que personne n'allait te sauver et que tu devais faire ton propre argent? Je crois que c'était quand j'étais genre en cinquième, j'avais vu une pub d'un mec avec une Rolex c'était sûrement un scam, hein. Il disait ouais, tu peux faire du business. Lui, il était dans une villa et tout. Et du coup, j'ai commencé à taper comment devenir riche sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre voie possible, que le plafond de la vie, c'était pas être médecin et faire 9K. Et là, tu étais déjà arrivé au niveau max. Mais qu'en fait, tu pouvais faire tellement de choses, tu vois, que je me suis dit que je méritais ça et que j'avais envie de faire ça. Donc j'ai très vite commencé à développer des compétences par rapport à ça. Tu vois, le confinement, j'avais 16 ans, j'ai passé mon confinement à apprendre des trucs en business, Ouais. les formations gratuites de Théophile Hélier et tout ça. Donc ouais, c'est arrivé très tôt en vrai, ce déclic pour moi. Théophile Hélier, j'ai rencontré une fois à Bangkok. Et truc trop marrant, j'étais avec un gars que j'avais rencontré là-bas, un pote. Et en fait, on arrive dans un restaurant dansant qui s'appelle le Lava. Et on est au bar en attendant d'avoir une table. Et mon pote me dit ah, d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais là, on est dans le restaurant de Théophile Hélier. Ok. Je suis en mode putain, trop stylé. Genre, le mec que je suis sur YouTube depuis un moment là. Il me dit ouais, c'est ça. On discute. Il se retourne, il dit ah, bah d'ailleurs, il est là-bas. Et tu vois Théophile avec une nana en train de manger un repas les deux. Donc mon pote qui avait déjà rencontré Théophile dans le passé, il va lui dire bonjour. Moi, je reste un peu au loin pour tu vois, pas faire le forceur en mode salut, salut, machin. Donc juste par respect, en mode juste hocher la tête, on se salue. On se fait installer à la table et on commence à. Je crois qu'on vient de commander, les verres arrivent, on se fait servir. Et là, je vois Théophile au loin qui se lève. Il vient vers notre table, je pensais qu'il allait parler à mon pote. Il vient vers moi, il me serre la main, il me dit salut Théophile, je m'appelle Théophile. Est-ce que vous n'avez pas déjà rencontré quelque part? Genre, j'ai jamais vu un mec aussi humble de ma life. Genre, le gars, il pèse très lourd, mais très, 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 très lourd. Et il ferme sa gueule. Genre, il est juste en mode ouais, bah, c'est normal, bah, on avance quoi. Genre, il se prend pas au sérieux. Mhm. Et je pense que c'est la première fois où je me suis vraiment pris une claque d'humilité. Euh, Pas parce que j'étais pas humble, mais parce que peut-être souvent quand tu réussis à être un peu libre, à faire 3 cas par mois, tu te dis c'est bon, j'ai réussi, j'ai gagné. Genre lui, putain, genre c'est un- Une machine. Du coup, je suis allé lui demander. J'étais dans son restaurant, tu sais qu'il pèse, et genre, il a fait la noce avec nous, on est parti en after avec lui après. Genre, très marrant. En gros, je lui ai demandé concrètement qu'est-ce qui fait que tu es aussi humble. Il m'a dit, mec, j'ai vu des gars qui font tellement plus que moi, mais tellement plus que moi. Je te dis, ok, il y a des niveaux à ce jeu-là. Faut que... En fait, je pense que le plus important, c'est de continuer à bosser, continuer d'être sain dans son esprit, sain dans son corps, continuer à bien bosser dans tous les domaines, éviter la drogue et continuer à grandir au fur et à mesure, se former en fait, toujours investir en soi. Mais ouais, en tout cas, il n'y a pas de raison de pas être humble. Et je pense que peu importe ton niveau, en fait, tu es obligé d'être humble parce qu'on a tous été créés par Dieu, il nous aime tous autant. Que Grave. tu sois. Bien sûr, il faut éviter la drogue, mais en soi, même un toxicomane, en soi, il est autant aimé par Dieu que toi, quoi. Mm. Donc, il n'y a pas de raison de prendre quelqu'un de haut, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu sais, quand tu commences ton business au début, tu vois ceux qui font rien de leur vie et t'es un peu énervé en mode, mais vous foutez rien, pourquoi vous faites rien? Et bah, après plusieurs années, t'es en mode,
en fait, il vit sa vie, quoi. Et c'est cool. Genre, elle a l'air sympa, sa vie. Tu sais, quand tu y penses, tu dis, ouais, bah en fait, elles sont marrantes, vos vies, elles sont cool, elles sont différentes de moi. J'étais pendant une semaine avec des potes en Hollande, et bah, t'en as un, par exemple, qui a fait un prêt immobilier sur genre 35 ans pour genre 250 000 balles. Et tu te dis, ouais, marrant. En fait, moi, je le ferai jamais de ma vie. Peut-être que je ferai un prêt immobilier à un moment donné si je veux une maison, mais c'est pas encore dans les temps. Mais je me dis, en fait, ce qu'on considère comme la vie normale, c'est juste la vie. Une manière de vivre ta vie. Genre, avoir une vie où tu es full abondance, avec full argent, où tu es millionnaire, milliardaire, je pense pas que ce soit mieux ni moins bien. C'est juste une autre vie. C'est une vie. C'est une vie. Exactement. Il n'y a aucun jugement en mode c'est bien, c'est pas bien. Et tu vois, en fait, du coup, vu que tu es dans cette vision où tu dis c'est bien, c'est pas bien, c'est pas binaire, c'est juste la vie. À des moments où tu vois un autre individu qui a son autre vie, sa propre vie, tu dis en fait, tu n'as plus de jugement du tout. Ouais, c'est ça. Chacun fait son truc. Il y en a qui décident de devenir moine. Il y en a qui donnent tout pour devenir médecin. Il y en a qui donnent tout pour devenir joueur de ping-pong. Enfin, en soi, je pense que tant que tu fais ce que ton intuition te dit de faire, en soi, peace, quoi. Ouais, grave. T'en as qui sont féministes, voilà. Qui vivent leur vie. En fait, si tu veux, il faut tout pour faire un monde. En fait. C'est ça qui est génial. Et je pense qu'on réalise pas encore à quel point il y a du monde sur Terre. On est tellement nombreux. Tu sais, au moment où tu te dis, putain, j'ai plus d'abonnés à prospecter. Et que, genre, une semaine après, t'as un réel qui pète. T'as genre 4000 personnes qui arrivent sur ton compte. Tu te dis, ah ouais, en fait, non, c'est bon, en fait. Il y a littéralement, genre, une masse de personnes qui attendent qu'une chose, c'est de tomber sur toi, s'abonner à toi, que tu les prospectes et te donner de l'argent pour bosser avec toi. Parce que tu peux apporter de la valeur en retour, que tu as bossé pour ça et que tu as l'offre qu'il faut. Quoi. Et ça, c'est beau. Ouais. Comme quand tu vois l'autre, comment il s'appelle Hormozy, Ouais. qui fait un lancement, une soirée, il fait 150 millions. Donc, ça veut dire il y a du monde sur Terre. Il y a beaucoup de monde. Il y a des mecs comme ça, il a fait 150 millions. Et il y a des gars qui se disent, je peux pas faire 3K par mois avec mon business. Genre, pourquoi moi j'ai pas rien de spécial. En fait, il faut pas être spécial. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question Parce que là, on a fait déjà 1h30. Ah ouais Ouais. Du coup, est-ce que tu confirmes que Thibaut, c'est un vendeur de rêves? C'est ça la question? Bah oui, c'est un vendeur de rêves. Franchement, qui a une vie où il est libre en créant du contenu sur Instagram, les gars? Ça n'existe pas. Après, peut-être que moi, je le suis, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il y en a 70 autres derrière. Je les ai tous payés. Exactement. Voilà, c'est ça, on est tous payés. Pour mettre des résultats depuis 1 an et demi. À part ça, tu vois, je me suis fait la réflexion. Pour faire un scam aussi bien rodé que l'autobahn, faut être vraiment solide. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, tu scams des mecs où tu les payes pour qu'ils mettent des wins sur ton school avec des preuves Stripe, avec des abonnés sur Instagram. Donc peut-être que c'est des faux comptes Instagram qui ont des faux abonnés, avec des faux vues, des faux likes et des faux commentaires, avec des faux appels de vente. T'imagines ou pas des fausses vidéos dans mon programme, des faux coachings, des faux biceps à la fin du coaching, des fausses vidéos YouTube. T'imagines ou pas en fait à quel C'est point un job hollywoodien. Ah mais mec, je sais pas comment ce serait possible. Et tu vois, c'était une question que je m'étais posée au tout début quand j'ai commencé. En gros, j'ai commencé mes vidéos YouTube et je me suis rapidement, vu que j'étais pas excellent dans ma vie, je me suis rapidement posé la question, est-ce que je mens en vidéo? Est-ce que je prends la stratégie du menteur? Ou, tu vois, je vais raconter des fausses histoires, des faux exemples, des conseils que j'applique même pas moi-même. Et c'est comme si, tu vois, j'ai fermé les yeux et j'ai regardé les deux possibilités. La première, ça c'est le logement. Je me suis dit, ok, ce mec-là, concrètement, il va gentiment s'enfermer dans un personnage qui ne se développe pas et qui est extrêmement limité. Et même si j'ai une vidéo YouTube qui explose, c'est pas à moi qui en sont abonnés, mais c'est à ce mec-là, cette version de moi qui ment, ce truc bizarre. Donc je me dis, en fait, si je prends cette voie, je vais finir par ne jamais y arriver. Par contre, l'autre voie, c'est la voie de la vérité. Me dire, ok, tu sais quoi, il y a
de chances que j'y arrive la première année. C'est quoi, je vais prendre celle-là. En fait, la voie où je vais constamment implémenter les choses dans ma vie, avoir des résultats, donner des conseils et avancer au fur et à mesure. Et construire une vraie autorité. Ce qui est bien, c'est que quand tu vois la première vidéo que j'ai faite là en novembre 2020, ça s'appelle genre 3 conseils pour être productif en confinement. C'est une date celle-là. Elle a mal ça a un peu mal vieilli. Tu te dis, tu vois, genre la différence entre le mec que tu vois là et le mec que tu as aujourd'hui. Oui, ok, il y a 4 ans, bientôt 5. Putain, genre c'était. Comment dire? Les progrès sont indéniables, tu vois. C'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial quand t'as pas d'expérience, d'expertise de début et de quand même te lancer pour créer du contenu comme tu l'as fait. Bah, je veux juste te dire, bah, go créer du contenu. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, ton expertise elle se construit. Et quand t'as un mec qui te demande, qui te challenge en mode ouais, mais t'es une arnaque, tu lui dis, mais attends, mais regarde ça, 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 ça. Genre, tu peux pas. Va faire une arnaque de 5 ans. Vas-y. Je ne m'appelle pas Bernard Madoff, malheureusement. Je ne suis pas aussi bon que là-dedans, que dans ces domaines-là. Toi, t'as quel âge maintenant? J'ai 20 ans là. 20 ans. Ok. Bientôt 21. Demain. Demain? Pas l'anniversaire. Anniversaire avec Lucas Bricou. Ah, ça va être solide. Ça va être vraiment bien. D'ailleurs, lui, Vraiment. je crois que ça tourne plutôt bien pour lui. T'as des nouvelles ou pas en termes de chiffres de combien il est? Je crois qu'il. Je vais pas annoncer des chiffres comme ça, mais il est dans le bon en ce moment. Ouais. Ouais. T'as une fourchette? Franchement, je peux pas te dire, mais je sais qu'il est bien. Ok. Je sais qu'à des moments, ça a été plus dur. Mhm. Je sais que là, il est en train de tout casser. Ouais. Ouais, je vois qu'il a bien repris. Niveau des témoignages, il est de retour. Des fois, il fait un peu des hauts et des bas. Et là, je crois il a pris un truc qui est cool. Il a de nouveau ses élèves, il a tout ça. Donc, c'est génial. Hmm. Alors là, concrètement, on a 2 choix. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais aborder, dire à ces personnes qui nous écoutent, que tu aurais aimé entendre un peu plus tôt dans ta vie? Franchement, je pense que sur ce point-là, on a un peu tout dit. Hmm. Mais juste vraiment, genre, s'il y a un conseil que je peux donner pour s'éviter des échecs évitables et tout, c'est vraiment d'être là tous les jours, tu vois. Parce que quand tu es là tous les jours, même si tu as des hauts et des bas, au global, tu sais, tu vas un peu lisser la courbe de ta vie et tu vas créer de l'effet cumulé. C'est ultra bateau comme conseil, mais je pense qu'il faut vraiment l'entendre pour changer sa vie, quoi. Andrew Tate l'a dit, c'est que tu dois bosser tous les jours. Parce que des fois, tu as un jour où tu as de la chance. Hmm. Et tu peux pas rater un jour où tu as de la chance si tu bosses tous les jours. Ouais, parfois, il y a des périodes comme ça où tu es tellement reconnaissant d'avoir été ce mec qui bosse tous les jours. Ouais. Je sais qu'au niveau de la photo, parfois ça marchait moins bien. Et d'un coup, tu sais, as 8 opportunités. Tu te retrouves avec des gens qui sont pas dans le même monde que toi. Genre, j'ai déjà shooté, tu sais, des joueurs du PSG, Mamadou Sakho, des gens comme ça. Je sais pas si tu vois qui c'est Ouais. de nom. Alors que j'avais aucune raison d'être là. Mais juste parce que j'étais là tous les jours, il y a des jours où les opportunités, elles sont là pour toi, pour te récompenser, quoi. Grave. Du coup, en termes d'objectif pour toi, dans les prochains mois, c'est choper ces 10K. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, franchement, choper ces 10K, apporter un max de résultats et commencer fort à structurer un truc qui peut skyrocket, quoi. Je pense que j'ai une niche, Ouais. j'ai aussi une personnalité qui va me permettre d'aller très haut. Parce que pour l'instant, tu sais, je suis encore beaucoup dans les tâches exécutives et c'est un peu les points où j'ai eu le plus de mal dans ma vie. Mais j'ai un esprit très créatif qui fait que quand j'ai besoin d'avoir une vision, de prendre des décisions claires et tout, j'ai beaucoup plus de facilité que dans l'exécution, quoi. Ok, donc tu vois, grosso modo, si on fait un peu l'état des choses, ton objectif numéro 1, c'est monter à 5K. Pourquoi 5K? Parce qu'une fois que tu as 5K, tu peux vraiment déléguer le setting proprement à quelqu'un. Mm, mm. D'ailleurs, je suis en train de créer le module qui va pouvoir te permettre de faire ça dans l'Autobahn. Magnifique. En fait, tu vois, je suis en train de vraiment créer tous les programmes. En fait, j'ai remarqué que là, maintenant, il y a 2 problèmes dans l'Autobahn. 3. Numéro 1, c'est le contenu. Parce que les stratégies ont évolué, donc ça, je vais le mettre à jour. Numéro 2, c'est la prospection. Parce que le système, il est bien, mais entre-temps, je l'ai amélioré. Et là, c'est vénère, encore Ok. plus qu'avant. Et en plus de ça, rajouter le setting. Et numéro 3, c'est le module délivrabilité. C'est-à-dire comment est-ce que tu crées un programme
qui délivre des résultats à tes clients. Donc, tu vois, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où tu vas faire que l'accompagnement. Après l'accompagnement, en plus des coachings de groupe. Et après ça, où tu passes sur une plateforme avec une formation. Il y a des choses à pas faire, des choses à faire, etc. Donc, montrer comment tu crées un beau school pour délivrer un maximum de résultats. Comme ça, quand tu es en appel de vente avec un prospect, tu peux lui faire un petit partage d'écran et lui montrer ça, pour qu'en fait, il n'y ait plus d'objections Magnifique. et que ce soit nickel. Donc, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines. C'est le but un peu du Q4, vraiment avoir le meilleur programme du marché français. Et derrière, aller dominer le monde, quoi. Donc, écoute, Vision monde pour toi? Genre, tu te verrais passer sur un marché avec d'autres langues que le français? non, pas pour l'instant. Marché US, là, je suis encore trop petit pour ça. Et je pense qu'il y a des mecs qui font des millions sur le marché français pour l'instant, donc on peut très bien se focus là-dessus et puis faire. Je pense que faire un M par mois, c'est quelque chose qui va être. Je pense que c'est possible. Oui. Je sais pas comment je vais le faire, mais je pense qu'il y a une possibilité où en fait tu deviens tellement bon que tu crées un nouveau marché. Donc je pense que l'objectif, ça va être vraiment faire un M par mois. Après, à mon niveau, tu vois, je dis c'est facile, mais bien sûr, je suis pas encore. Tu vois, j'ai pas encore les solutions pour ça. Mais en soi, un M par mois, c'est 250 000 par semaine. Quand tu regardes les milliards de transactions qui sont tous les jours, alors pourquoi toi, t'es pas assez fort pour monter une équipe qui va réussir à choper cette miette-là, quoi? Ouais. Il faut juste un système qui permet de générer euh, bah, 1 million par an. 1 million par mois, pardon. Par 1 million mois. par mois. Là, en fait, si tu veux, c'est le jeu des. En anglais, ils ont le terme six figure et seven figure. Six figure, c'est en gros, tu fais 6 chiffres par an. Donc, moi, je suis à 6 chiffres par an depuis. Dès moment où tu fais 8 cas par mois, tu rentres dans la case des 6 chiffres par an. Donc, tu fais plus de 100 000 balles, 100 000 euros par mois, par an. Et après, le but, c'est de pouvoir rentrer dans les seven figures. En gros, il faut faire 83 000 euros par mois pour entrer dans l'école des seven figures. Donc, on veut rentrer dans les 7 chiffres. C'est vraiment ça l'objectif numéro 1. Donc, pour ça, 100 cas par mois avant la fin de l'année. Donc, voilà. Boss, on va s'arrêter là. J'espère que ce podcast t'a plu, qu'il a pu t'apporter de la valeur, que tu as pu prendre des notes. Si tu veux qu'on bosse ensemble, encore une fois, premier lien en description. Prends un appel découverte. Tu mets ta carte dans ton congélateur si tu veux. De toute manière, pour payer, ça marche avec Apple Pay. Donc, Elle peut rester dans le congélo, t'inquiète pas. c'est bon, plus de carte maintenant. D'ailleurs, ça j'ai remarqué, Apple Pay, tu peux payer maintenant sur Stripe, tu as genre Apple Pay. C'est incroyable. Du coup, à chaque fois que j'ai un appel avec un prospect, je n'envoie pas le lien dans la discussion Zoom, mais sur Instagram directement. En fait, Apple Pay, ça simplifie beaucoup la chose. Magnifique. Voilà, petit conseil si jamais tu veux mettre ça en place aussi. Donc voilà, prends un appel directement en dessous et puis, mec, éclate ta vie. Je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Aïe, aïe. Magnifique. Quelle beauté! C'était cool.